Bienvenue à tous à ce séminaire. On va parler aujourd'hui de comment limiter et valoriser ces invendus en entreprise alimentaire. Le public cible de ce séminaire, c'est avant tout les entreprises alimentaires qui ont un conseil pour la gestion de leur surplus. Donc on ne s'adresse pas directement aux bénéficiaires des surplus, comme les acteurs de l'aide alimentaire par exemple, mais si c'est votre cas, vous êtes le bienvenu malgré tout. Ça vous aidera peut-être à mieux comprendre comment fonctionnent vos fournisseurs de surplus. Quelques petites informations pour le bon déroulement de l'atelier. Je vous demande à tous de bien vouloir désactiver vos micros et vos caméras. Ça permettra d'avoir une bonne bande passante pour tous. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à lever la main virtuelle et alors mon collègue Mathieu m'interrompra et on répondra à votre question. Si votre question n'est pas urgente, je vous invite à soit la poser dans le chat, soit attendre la séance de questions-réponses qui aura tout à la fin. Je vous informe aussi que toutes les diapositives vous seront envoyées après l'atelier et qu'on enregistre ce webinaire et qui va être mis gratuitement sur YouTube par après. C'est-à-dire que si vous souhaitez prendre la parole, intervenir par vidéo, par chat, etc., eh bien, sachez que ce que vous direz peut être rediffusé. Et si vous ne le souhaitez pas, dites-le nous et on coupera ça au montage. Passons maintenant au programme de l'atelier. On va commencer par présenter Brufotech et donner une introduction sur les enjeux sociaux et environnementaux du gaspillage alimentaire. On va faire un rapide survol des différentes causes du gaspillage alimentaire en entreprise alimentaire. On va faire ensuite une série de pistes d'action sur comment peut-on, en tant qu'entreprise alimentaire, réduire son gaspillage alimentaire. Et donc, parmi ces pistes d'action, on va parler de prévention, on parlera de vente de ces surplus, via notamment les applications. On parlera de donner ces surplus, notamment à l'aide alimentaire, transformer ces surplus et enfin valoriser ces biodéchets si on n'a pas réussi à faire l'une des 4 actions ci-dessus. On terminera ensuite par une conclusion et une séance de questions-réponses. Alors, j'ai commencé par présenter Brufotech, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. On est une ASBL qui est financée par la région bruxelloise pour accompagner les PME alimentaires à Bruxelles en sécurité alimentaire et en développement durable. Alors, pour ce faire, on propose 3 grandes catégories de services différentes. La première, c'est si vous avez une question ponctuelle ou urgente, que ce soit un coup de fil téléphonique, un mail pour des informations techniques concernant la législation ou d'autres choses, eh bien, on vous répond gratuitement. Vous êtes subsidié à 100% par la région de Bruxelles-Capitale. Si vous avez besoin d'une assistance, donc c'est une mise en place d'un système, par exemple une certification biologique, un système d'autocontrôle ou autre chose, eh bien, on vous accompagne aussi. Ce seraient des accompagnements plus longs, en tout cas beaucoup plus qu'une journée. Et là, vous serez subsidié à 80%, donc vous ne devrez payer que 20% de la note finale. Si, après ça, après qu'on ait mis le premier système en place, vous avez besoin d'un coup de main pour continuer à maintenir ce système en place, eh bien, vous serez subsidié à 50%. Pour faire tout ceci, on a la particularité de faire une approche de terrain. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir dans votre entreprise, voir comment vous travaillez et vous remettre un système sur mesure qui est vraiment adapté à vos contraintes, à votre réalité et qu'on va faire en collaboration avec vous, de sorte que vous soyez le plus autonome possible et que une fois qu'on a fini l'accompagnement, vous puissiez continuer de vous-même. Attention, il y a certaines conditions. La première, c'est qu'il faut que vous soyez une très petite ou une moyenne, enfin, très petite ou moyenne entreprise pour bénéficier des subsides. Vous devez avoir un siège d'exploitation en région bruxelloise et avoir bénéficié de maximum 200 000 € de subsides minimi sur les 3 dernières années. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne une série de formations et d'ateliers, que ce soit en sécurité alimentaire, et donc on donne des formations en étiquetage, en HACCP, bonnes pratiques d'hygiène, etc., mais aussi en développement durable. On a parlé notamment des livraisons à vélo qu'on a fait dans le cours l'année passée. On a aussi fait une formation en certification biologique, en emballage durable, en lactofermentation, et j'en passe. Et je vous informe qu'une bonne partie d'entre elles est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, elle a été enregistrée comme l'est celle-ci. Et vous pouvez consulter si jamais ça vous intéresse. Il suffit de taper Brufotech sur YouTube et vous tomberez sur notre chaîne. Maintenant, pour passer vraiment à l'introduction sur le gaspillage alimentaire, je vais prendre une vidéo.
Chaque année, un tiers des denrées alimentaires produites dans le monde sont perdues ou gaspillées. Non seulement cela signifie une perte économique, mais cela signifie aussi que toutes les ressources naturelles utilisées pour la culture, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation de ces denrées ont également été gaspillées. Imaginez, 28% des terres agricoles mondiales sont utilisées pour des cultures qui sont gaspillées. Cela correspond à la superficie de la Chine, de la Mongolie et du Kazakhstan mis ensemble. Et l'eau gaspillée pour ces cultures correspond au débit annuel du Zambèze ou de la Volga. Une quantité qui pourrait couvrir tous les besoins en eau des ménages dans le monde. Et, conséquemment à l'expansion de l'agriculture et des pêcheries dans les zones sauvages et la surexploitation des ressources naturelles qui en découlent, les habitats forestiers et marins disparaissent avec leur biodiversité. Mais surtout, les denrées gaspillées émettent 3 gigatonnes 3 de gaz à effet de serre. Si cela concernait un pays, il représenterait le 3e pays le plus important au monde en termes d'émissions. Cela ne peut plus durer. Avec un futur qui comptera toujours plus d'habitants et moins de ressources, on ne peut pas se permettre de jeter nos ressources naturelles avec nos déchets. Agissons contre le gaspillage. Voilà, donc c'était la première vidéo et je vais vous passer la deuxième qui est la suite. Chaque année, 30% de la production alimentaire mondiale est perdue après la récolte ou gaspillée dans les magasins, au sein des ménages et dans la restauration. Cela représente en denrées alimentaires 750 milliards de dollars chaque année au prix du producteur. Au prix de détail, cette valeur atteint 100 milliards de dollars, 2 fois le PIB de la Norvège. Si la nature nous demandait de régler la facture du gaspillage alimentaire, elle pourrait faire payer à la société 700 autres milliards de dollars chaque année. Car ces denrées gaspillées ont tout de même engendré des émissions de gaz à effet de serre et des dommages liés au changement climatique, utilisé de l'eau pour l'irrigation et contribué à la pénurie d'eau mondiale. Et contribuer à la déforestation et à l'érosion des terres conduit à une perte de pollinisateurs, de poissons et d'autres biodiversités. Et ce n'est pas tout. Des coûts sociaux équivalents à 1000 autres milliards de dollars sont engendrés par ces denrées qui n'ont jamais concouru à nourrir l'humanité. Cela comprend l'impact des pesticides sur la santé humaine, la perte de moyens de subsistance, les ressources naturelles devenant plus rares, les conflits causés par les pressions exercées sur les ressources naturelles et les subventions dépensées pour produire les denrées perdues. Mais ces coûts sont seulement ceux qui peuvent être calculés. Le gaspillage alimentaire comporte de nombreux autres coûts qui ne peuvent être quantifiés. Imaginez que nous quantifions la perte des zones humides qui purifient l'eau ou celle de la biodiversité des pâturages, ou la valeur des poissons rejetés, la raréfaction des intrants agricoles essentiels tels que le phosphore, ou l'augmentation du prix des denrées à cause d'un approvisionnement moindre. Attribuer une valeur monétaire à des impacts sociaux ou environnementaux sera toujours un exercice inexact. Comment évaluer la beauté d'un paysage ou la santé d'un enfant ? Voilà, 2 petites vidéos que j'ai trouvées assez marquantes et que je voulais vous partager. Après ces 2 vidéos, je vais déjà j'ai envie de vous partager quelques chiffres qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, le premier qui était pour moi le plus marquant, c'est voilà, 1/3 des denrées alimentaires produites mondialement est gaspillé, c'est énorme. Et donc une année de gaspillage alimentaire au niveau mondial, ça représente 520 fois le poids de l'atomium. Pour vous donner des ordres de grandeur, la quantité d'eau utilisée pour ces aliments qui n'ont pas été utilisés, c'est, voilà, ça a été dit dans la vidéo, donc c'est le débit annuel du Zambèze. Donc pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble le Zambèze. C'est aussi la surface de ces 3 pays-là, donc 1,4 milliard de terres agricoles. Et autre chiffre intéressant, je trouve, c'est qu'une année de gaspillage alimentaire en Europe, donc rien qu'en Europe, ça représente les besoins alimentaires d'1 milliard de personnes, donc assez pour endiguer la faim et la sous-alimentation dans le monde. Comme on l'a dit, c'est 30% des denrées alimentaires. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'alimentation, ça joue un rôle très important dans les gaz à effet de serre mondiaux. Donc le secteur alimentaire à lui seul émet presque 30% des gaz à effet de serre émis au niveau mondial.
Et donc, parmi ces 30% de gaz à effet de serre, on a vu qu'un tiers des aliments produits est gaspillé. C'est vrai que concrètement, entre 8 et 10% des gaz à effet de serre au niveau mondial, eh bien, c'est dû à des aliments qui ont été produits pour rien du tout, qui vont être jetés. Et donc, agir efficacement contre le gaspillage alimentaire, c'est réduire de façon potentiellement très importante les gaz à effet de serre émis au niveau mondial. Comme le disait la vidéo, si jamais le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus grand pollueur de la Terre, donc après la Chine et les États-Unis. Donc quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors maintenant, on va un peu s'intéresser de plus près à concrètement qui sont les personnes, qui sont les pays, qui sont les organisations qui gaspillent. Alors au niveau de l'Europe, eh bien, la Belgique se trouve en deuxième position. Vous voyez, on est ici, donc on est les deuxièmes juste après les Pays-Bas. Donc deuxième pollueur, en tout cas gaspilleur d'aliments au niveau européen, et donc on est à 345 kg par personne jetés chaque année. Cette quantité, ça représente 175 € par personne et par an. Et donc je trouve que cette valeur est quand même marquante quand on sait qu'un Belge sur 100 dépend directement de l'aide alimentaire pour sa subsistance. Maintenant, on s'intéresse à la répartition du gaspillage alimentaire mondial par secteur. Donc, où est-ce qu'on pollue le plus? Que c'est au niveau agricole, au niveau de la transformation, au niveau des magasins, au niveau des foyers? Eh bien, on voit que l'agriculture est responsable d'un tiers du gaspillage alimentaire au niveau mondial. Là où la manutention et le stockage est responsable d'un cinquième et où la transformation, la distribution et la consommation sont responsables de presque la moitié. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à cette contribution de chaque maillon de la chaîne alimentaire à l'impact carbone et au gaspillage alimentaire, eh bien, on arrive à un graphique qui vient d'une étude européenne où on voit que donc, les barres ici les plus claires vous indiquent la proportion de gaspillage alimentaire, par exemple, réalisé au niveau agricole, au niveau aussi post-agricole, juste à côté, au niveau de la transformation, de la distribution et de la consommation. Et donc, on voit que l'étape la plus importante, c'est clairement le niveau agricole ici. Et on voit juste à côté, donc les barres bleues indiquent la part au gaz à effet de serre émis par ce poste-là. Et donc, on voit qu'au plus on avance vers la droite dans la chaîne alimentaire, au plus la part de l'impact carbone est importante parce qu'on a accumulé l'impact environnemental des maillons de la chaîne alimentaire qui précédaient. Donc, de plus en plus de ressources ont été utilisées. Si maintenant on veut s'intéresser à l'impact environnemental par catégorie d'aliments, ici je reprends le graphique d'une étude dont j'ai parlé dans un séminaire précédent sur l'impact environnemental des aliments, où on voit que on a différentes catégories d'aliments. Donc au plus on est en haut, au plus des aliments qui ont tendance à émettre beaucoup de CO2 par kilogramme d'aliments. Et donc si on veut résumer très rapidement, on a les fruits et légumes en bas du graphique, donc ceux qui polluent le moins. On a ensuite les poissons et les œufs, et enfin la viande et les produits laitiers qui sont les produits les plus polluants par kilogramme d'aliments. Et donc, on peut du coup s'attendre à ce que la viande, enfin, quand elle est gaspillée, a un impact sur l'environnement plus important que les végétaux ou que les poissons. Et donc, c'est ce que montre ce graphique ici. Donc, les barres oranges représentent la part du gaspillage alimentaire pour cette catégorie d'aliments. Et donc, on voit clairement que les céréales qui sont ici, les légumes et les fruits occupent une part assez importante. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, voilà, les fruits ici, c'est une grande quantité de gaz à effet de serre, de gaspillage alimentaire, pardon. Par contre, le gaz à effet de serre n'est pas si important comparé à la quantité gaspillée, là où à l'inverse, pour la viande, il y a très peu de viande qui est gaspillée. Par contre, la viande gaspillée a un impact carbone très important. Et donc, avec tout ça, de nombreuses institutions ont pris conscience qu'il était vraiment temps d'agir, qu'il fallait faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire. Et donc, de nombreuses institutions internationales ou nationales ont mis ça dans leur programme. Notamment, la FAO a reconnu le gaspillage alimentaire et les pertes alimentaires comme un axe prioritaire pour les années à venir. La Commission européenne a intégré le gaspillage alimentaire dans sa stratégie La Fourche à la fourchette. Donc, c'est vraiment un axe prioritaire sur lequel il va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'études. D'ailleurs, plusieurs études sont en cours par un organisme européen, le FSA, pour éventuellement prolonger la durée de vie de certaines catégories d'aliments.
Et l'Europe va mettre en application certains objectifs contraignants juridiquement à partir de 2023. Donc, ce sera soit des interdictions avec des amendes, soit des subsides et des encouragements pour les entreprises pour leur limiter le gaspillage alimentaire. Au niveau belge, eh bien, depuis peu, les grandes surfaces, depuis déjà pas mal d'années, les grandes surfaces sont maintenant, n'ont plus le droit de jeter leur surplus. Elles doivent les donner en priorité, en tout cas, à des organisations caritatives. Et en région de Bruxelles-Capitale, eh bien, dès 2023, toutes les entreprises auront l'obligation de trier leurs biodéchets. Donc, ils ne pourront plus aller dans la poubelle blanche, la poubelle générique. Il faudra séparer sélectivement les biodéchets ou les valoriser sur place. Maintenant s'intéresser aux causes principales du gaspillage alimentaire en entreprise alimentaire. Alors la cause numéro 1, c'est une méconnaissance des règles d'hygiène. Donc c'est vraiment, beaucoup d'entreprises ne savent pas quoi faire de leur surplus, ont peur de se mettre à tort vis-à-vis de l'AFSCA et donc par précaution préfèrent éliminer leur surplus plutôt que les valoriser ou les redistribuer. Une autre raison essentielle, c'est la mauvaise gestion des approvisionnements et des stocks dans les entreprises. Donc, passer de trop grandes commandes, par exemple, ou une mauvaise visibilité au niveau des stocks. Ça peut aussi être la surproduction, c'est quelque chose qu'on observe surtout en Horeca, notamment avec les buffets, mais aussi chez les agriculteurs, qui eux sont parfois tributaires de la météo et retrouvent avec des quantités très importantes de matières premières qu'ils ne savent pas écouler. Une autre raison, ce sont les erreurs de calibrage, de qualité ou d'étiquetage. Donc au niveau de la qualité, comme je disais, c'est l'apparence ou une forme qui n'est pas compatible avec l'industrie alimentaire ou les normes de consommation. Pour l'étiquetage, eh bien, ça peut être par exemple des allergènes qui n'ont pas été indiqués sur l'étiquette, une mauvaise date de fin de vie sur le produit. La raison de ce ce gaspillage important, c'est qu'en fait, le coût des déchets est encore relativement faible. Hein. On tourne autour des 190 € par tonne. Et donc, beaucoup d'entreprises préfèrent payer ce coût de déchets plutôt que trouver une solution pour valoriser ces déchets. Alors, il existe plein d'autres causes, évidemment, qui vont dépendre d'un secteur à l'autre. Et par exemple, les causes pour un découpeur de viande ne seront pas les mêmes que pour un producteur agricole ou que pour une cantine. Certaines de ces causes plus spécifiques seront abordées plus tard lorsque les intervenants interviendront. Alors moi, je vais faire un petit focus sur les dates de fin de vie parce que c'est vraiment une cause très importante de gaspillage alimentaire. Au niveau européen, 10% du gaspillage alimentaire, c'est dû à une mauvaise compréhension des dates sur l'emballage. Et parmi les consommateurs, eh bien 60% ne connaissent pas la signification du terme à consommer jusqu'au, et à peu près autant ne connaissent pas la signification de à consommer de préférence avant le. Et donc, j'aimerais bien savoir un petit peu, vous, où vous en êtes, par curiosité. Et donc, j'aimerais bien vous demander, parmi vous, qui connaît la différence, ou pense connaître la différence entre ces deux termes. Pour y répondre, je vous demande d'utiliser les émoticônes qui se trouvent sur le ruban en bas de votre écran et de lever le pouce ou lever la main, peu importe. Et Mathieu me dira combien vous êtes à me répondre. Je vous laisse quelques secondes pour faire ça. Oui, personne. Donc, environ la moitié d'entre vous pense savoir la différence entre les deux. Alors, pour aller voir un peu plus loin, est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui pensent qu'on peut vendre un produit après sa DLC? Alors, combien de personnes ont levé la main? Alors, on a 6 personnes en tout. Ok. Qui pense qu'on peut vendre un produit après sa DDM? Et là, je vous demande de répondre par une émoticône différente que lever la main pour qu'on voit la différence avec les autres. Il y a 5 mains levées. Ok. Qui pense qu'on peut manger un produit après sa DLC? 9 personnes. Ok. Et qui pense qu'on peut manger un produit après sa DDM? Il y a un total de 8 personnes. Ok. Bon, eh bien, content de voir que certains savent. Et évidemment, je m'y attendais, beaucoup de gens ne connaissent pas la différence. Et donc, je vais vous donner un micro-cours très accéléré en sécurité alimentaire sur les dates de fin de vie, qui me semble quand même important. Donc, la date de fin de vie, ça a 1 à 3 objectifs différents. Le premier, c'est assurer la sécurité alimentaire des consommateurs et donc empêcher les consommateurs de manger des aliments qui seraient dangereux pour eux. L'autre fonction, c'est assurer la qualité nutritive et organoleptique. Donc, organoleptique, ça veut dire au niveau des saveurs, de l'odeur, etc. Et la troisième raison, qui n'est pas forcément utilisée pour chacune des DLC, mais qui est de permettre la traçabilité des produits. Donc, certains producteurs utilisent la DLC pour tracer leurs produits tout au long de la chaîne alimentaire.
Alors, les DLC et les DDM, elles sont déterminées en interne par les fabricants. Et donc, pour ce faire, ils font des tests de vieillissement. Donc, en fonction du type de produit, c'est des procédés différents. Pour un produit frais, par exemple, on va le mettre au frigo et on va voir après combien de temps eh bien, il perd ses propriétés, soit via des tests organoleptiques, soit par des tests en laboratoire. Pour des produits en boîte à conserve, là, on ne va pas attendre 2 ou 3 ans, on va faire des tests en laboratoire qui accélèrent le processus. Voir que les fabricants comptent toujours une marge de sécurité entre 15 et 25%. Bon, ça varie évidemment, mais grosso modo, on est à cet ordre-là. Entre la date apposée et la date réelle de fin de vie du produit, ça permet d'anticiper des ruptures de la chaîne du froid ou d'autres comportements à risque du consommateur. Alors, quelle est cette différence entre DLC et DDM? Eh bien, la date limite de consommation, c'est lorsque on a sur l'étiquette à consommer jusqu'au. Alors, ça concerne des denrées alimentaires qui sont périssables, donc comme le montre sur l'étiquette ici, celles qui sont en haut à droite, donc c'est de la viande, du poisson, du fromage tranché et d'autres choses. Donc, c'est des produits qui seraient dangereux si on les consomme après leur date, car il y a peut-être un développement bactérien ou autre qui peut se faire et qui peut empoisonner le consommateur. Donc, comme je disais, ça concerne la sécurité du produit. Et après cette date, le produit peut être dangereux pour la santé du consommateur et donc ne doit pas être consommé après cette date. Donc, à la question, peut-on vendre un produit à DLC après sa DLC? La réponse était non. La bonne réponse était non. Peut-on le manger? Eh bien, je vous le déconseille à vos risques et périls, mais sachez que vous prenez un risque pour votre santé en le mangeant. Pour les produits à DDM, et donc c'est ceux qui contiennent la mention à consommer de préférence avant le ou avant fin d'un mois, par exemple, là, ça concerne des produits qui sont moins vulnérables au niveau microbiologique. Comme on montre sur la photo, c'est par exemple des biscuits secs, du chocolat, des boîtes de conserve. Donc, tous des produits qui ont une longue durée de conservation, qui sont stables dans le temps. Et donc, cette date concerne surtout la qualité du produit et la sécurité dans une moindre mesure, on y viendra plus tard. Mais donc, c'est surtout la qualité et donc le fabricant garantit que ce produit a une bonne qualité, qu'il sera bon pour la santé, bon au goût. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il sera dangereux si vous le consommez après. Donc, comme je viens de le dire, après cette date, il n'y a pas de danger pour la santé pour le consommer, mais à certaines conditions. Alors, les conditions, les voici. Il faut s'assurer que le produit ait été bien conservé, donc dans un bon environnement, à une bonne température, à une bonne humidité. Est-ce que l'emballage est intact? Donc, est-ce qu'il n'est pas déchiré, ouvert, bosselé, bombé, rouillé, humide ou gras? Donc, il y a plein de petits paramètres à regarder. Au niveau de l'aspect, est-ce qu'il n'y a pas un changement de couleur? Est-ce qu'il y a des moisissures ou un rancissement qui s'observe sur le produit? Est-ce qu'il a encore un parfum et un goût qu'il doit avoir? Il y a toute une série de questions qu'il faut se poser. Et si les réponses sont favorables, eh bien, vous pouvez manger le produit après sa DDM sans danger. Pour exemplifier tout ça, voici quelques produits qui, par exemple, sont généralement soumis à DDM, donc du riz, des pâtes, du pain ou des biscuits secs. Ça concerne aussi les boîtes de conserve ou des jus ou des laits pasteurisés. Attention cependant pour ces derniers produits, il y a des exceptions. Évidemment, une fois qu'ils sont ouverts, il faut souvent les conserver réfrigérés et pour un certain délai. Donc souvent, il y a écrit à consommer, par exemple, 5 jours ou 6 jours après ouverture et à conserver au frais. Point intéressant, c'est que beaucoup de commerçants ignorent la différence entre DLC et DDM et donc ont plein de produits à DDM qu'ils vont jeter après la DDM, alors qu'ils pourraient par exemple les vendre avec une réduction et donc se faire une petite marge en plus avec ça. Donc, au niveau des pistes d'action, un outil qui est souvent utilisé en prévention et en gestion des déchets, c'est la pyramide des usages de l'ANSYNC. C'est un outil de classement hiérarchisé pour le traitement et la valorisation des déchets qui montre une série d'actions à avoir du plus vertueux au moins vertueux. Et donc, évidemment, en premier lieu, on va essayer de faire de la prévention des déchets, donc éviter de créer des déchets. On va ensuite réutiliser les déchets si on peut dans un autre circuit. Et enfin, si déchets, il n'y a pas le choix qu'il faut qu'il y en ait, eh bien, on va si possible le recycler, le valoriser au niveau énergétique ou l'éliminer, par exemple, en décharge. Parmi les pistes d'action, comme je vous l'ai dit, on va parler de la prévention, on va parler de la vente des surplus, du don des surplus, de la transformation des surplus et de la valorisation des biodéchets. On va prendre un petit peu de temps pour aborder chacune de ces pistes d'action. Et donc, comme vous l'aurez compris, on peut les situer sur cette fameuse pyramide de l'ANSYNC, où les 3 premiers concernent de la prévention, le suivant du réemploi et le dernier du traitement de déchets, donc qui est la piste à aller en dernier recours. Au niveau de la prévention, une série de conseils peuvent être donnés. Tout d'abord, pour les fabricants,
quelque chose qui est recommandé, c'est de revoir avec le distributeur le délai que le distributeur exige entre la réception d'un produit et la dédiane du produit. Donc, je m'explique. Certains distributeurs disent, moi, si tu me fournis en boîte de conserve, je veux minimum 3 mois entre la date à laquelle il arrive et la dédiane du produit. Dans certains cas, c'est exagéré. Et en fait, si on réfléchit avec lui, peut-être qu'un mois convient tout à fait. Et donc, ça vous permettrait de ne pas devoir éliminer des produits qui se trouvent du coup entre 3 mois et 1 mois de leur DDM qui sont dans votre stock en tant que fabricant. Il y a différentes choses qui doivent être faites au niveau de la gestion des stocks qui concernent essentiellement la DLC des produits. Tout d'abord, il existe différents dispositifs et systèmes d'enregistrement des DLC de vos produits qui vous permettent d'avoir un suivi localisé et précis des produits qui arrivent chez vous et de leur date de péremption. Et donc d'avoir une bonne vision dans votre stock, quels sont les produits qui arrivent à DLC que je dois faire sortir en priorité. Si vous avez des articles dont la DLC, donc ici j'utilise DLC, ça pourrait concerner évidemment la DDM aussi, si la date de fin de vie est trop proche, eh bien, une chose qui est vraiment recommandée, c'est de surgeler en interne. C'est quelque chose qui aide beaucoup, notamment pour le don alimentaire. Vous pouvez aussi le reportionner, le réemballer. Voilà, c'est quelque chose qui aide beaucoup l'aide alimentaire. Beaucoup de structures d'aide alimentaire sont vraiment partantes d'avoir plus d'aliments surgelés. Ça permet aux fabricants de mieux gérer ses stocks et de ne pas devoir faire venir quelqu'un tout le temps. Donc, si vous avez de l'espace dans vos chambres de surgélation, surgeler vos invendus, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié pour l'aide alimentaire. Alors, il y a une série de choses à savoir quand on surgèle un produit. Il faut mettre une série de choses sur l'étiquette, notamment que c'est un produit surgelé, la date de surgélation, les conditions de conservation, d'utilisation, qui peuvent être mises d'une manière globale sur la palette, pas forcément besoin de mettre sur tous les produits. Ça peut être à la structure d'aide alimentaire de le faire par derrière. Si vous avez la DLC qui est dépassée sur un lot d'une grande taille, donc mettons que vous avez une palette de viande qui a la DLC dépassée, mais que vous sentez qu'elle est encore bonne, eh bien, parfois, la DLC, comme je disais, il y a une marge de sécurité. Et parfois, un lot a été fait dans des conditions plus hygiéniques et plus safe que d'autres. Dans ces cas-là, vous pouvez faire une analyse libératoire. Donc, vous envoyez certains échantillons en laboratoire. On teste certains paramètres microbiologiques. Et s'ils sont favorables, eh bien, vous pouvez libérer ce lot et soit le remettre en vente, soit le donner pour l'aide alimentaire. Alors, le tarif de l'analyse, il dépend fortement de l'aliment. Je ne peux pas vous donner un tarif générique ici. Si vous voulez en savoir plus, prenez contact avec nous. On se fera un plaisir de répondre à cette question. Pour l'ORECA, comme je l'ai dit, notamment, il y a beaucoup de problèmes avec les buffets. Et donc, servir des plus petites assiettes, quitte à se resservir ou faire payer au poids. C'est une piste d'action qui aide vraiment beaucoup. Et donc, notamment, il y a plusieurs cantines ou plusieurs buffets, plusieurs restaurants qui pratiquent la politique de vendre les assiettes au poids et qui ont observé notamment des pertes de gaspillage alimentaire d'un facteur 5, donc très important, ce que je trouve assez exemplaire. Si vous souhaitez en savoir plus et être accompagné là-dedans, eh bien, sachez qu'il existe plusieurs organisations qui font ça à Bruxelles. Il y a notamment Phoenix qui va se présenter juste après, qui accompagne beaucoup les transformateurs et les distributeurs. Il y a Earth Project qui va aussi se présenter plus tard, qui accompagne beaucoup les cuisines et les cantines de collectivités. Et il y a Foodwin qui accompagne surtout les cuisines de collectivités, qui commence tout doucement à s'attaquer aussi aux fabricants et aux détaillants, et qui a publié un guide qui est assez bien fait sur comment réduire le gaspillage alimentaire en cuisine de collectivité. J'ai mis un hyperlien ici, et donc vous le recevrez avec les slides par la suite. Passons à la vente des surplus. Alors, la première piste d'action, j'imagine connue de tous, mais que j'aurais bien rappelé, c'est la promotion pour la vente en gros. Donc, si vous avez des produits qui arrivent en fin de vie, eh bien, rassemblez-les et proposez des prix intéressants, comme par exemple ici des supermarchés qui vendent 3 cagettes à 5 euros. Ça permet d'une part d'avoir un revenu complémentaire pour des produits qui auraient été jetés, mais aussi d'éviter le coût du déchet pour ces aliments-là. Donc ça fait un double bonus et n'hésitez vraiment pas à le faire. C'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. Avant, c'était vraiment un tabou de vendre des aliments moches. Aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. Ça devient une norme pour les clients. Ils apprécient ça. Ça vous montre votre démarche d'engagement. Ça renforce votre image en tant qu'entreprise. Il existe des options qui vous permettent de vendre ces surplus. Notamment les surplus en fin de journée sous forme de panier. Alors notamment parmi celles-là, il y a Phoenix, il y a Too Good To Go et il y a Happy Hours Market qui sont 3 applications beaucoup utilisées à Bruxelles.
Et vous pouvez aussi vendre vos surplus à des transformateurs. Alors pour ça, on y reviendra plus tard quand on parlera justement de la transformation. Je l'ai déjà dit tantôt, mais je le rappelle, un produit peut être vendu après sa DDM par le vendeur, mais du coup, c'est le vendeur qui devient responsable de la qualité et non plus le fabricant qui était responsable jusqu'à la date de la DDM. Je vais maintenant laisser la parole à Phoenix, que j'avais invité à ce séminaire, mais qui a eu un empêchement de dernière minute et qui s'est donc enregistré. Donc je vais partager la fenêtre sous laquelle il s'est enregistré. Bonjour, je m'appelle Amaury Lemintier. Je remercie Romain de m'avoir invité à cette conférence. Je ne peux malheureusement pas être présent, mais donc j'enregistre cette petite vidéo. Donc en deux mots, peut-être recadrer Phoenix. Phoenix est né en 2014, c'est une entreprise française. L'intuition du départ, ça a été d'aider les supermarchés à professionnaliser le don aux associations. On parle d'une époque en 2014 où il y avait encore des énormes poubelles qui étaient javelisées et très peu de produits qui étaient donnés et dans un cadre pas du tout professionnel. Petit à petit, Phoenix donc, a grossi et on a élargi aussi notre palette de services. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à nos clients? On leur propose d'abord un outil plutôt pour les supermarchés de suivi des dates courtes dans les rayons, donc de digitaliser le processus de contrôle des dates. Une fois qu'un produit est repéré et va expirer dans les jours à venir, alors on propose trois façons pour revaloriser le produit. La première façon, c'est de maximiser la vente en date courte. La deuxième façon, c'est le don. Et la troisième façon, c'est l'application. Donc, je rentre un tout petit peu dans le détail. Notre premier service, on va accompagner avec un logiciel, avec une intelligence artificielle qui va permettre d'optimiser les taux de discount et en parallèle avec une équipe de conseil qui va venir en magasin pour aider le supermarché à placer le produit au meilleur endroit du magasin avec le meilleur taux de discount. Donc aujourd'hui, un supermarché qui travaille avec Phoenix, il va multiplier par 2 en moyenne le nombre de produits vendus en date courte. Le deuxième levier de revalorisation pour nous, c'est le don aux associations. Donc ce qui n'est pas vendu, nous on accompagne les clients sur le don. Quand on dit on accompagne, c'est-à-dire d'une part en interne, on va aller former les équipes du magasin sur les règles du don et on va mettre en place un outil qui va digitaliser tout le processus, qui va digitaliser les documents, la traçabilité, le revenu fiscal, la convention avec l'association, etc. Et le troisième levier pour revaloriser les produits, c'est notre application B2C qui permet de revendre en ligne les produits à la fin de la journée. Voilà, l'application, c'est assez similaire à Too Good To Go, qui est très connue. Donc notre grande différence avec Too Good To Go, c'est que nous, on n'a pas que l'application, on a l'ensemble de ces solutions tout au long de la chaîne de la fin de vie du produit pour le revaloriser. Qui sont nos clients? Nos clients historiques, c'est la grande distribution. Mais évidemment, en particulier le service de don, la digitalisation, la professionnalisation du don, c'est aussi applicable à tout un tas d'autres filières. En particulier, aujourd'hui, on travaille avec beaucoup les producteurs et les cantines collectives aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer, par exemple, à un producteur? On va lui dire, vous avez des volumes qui sont très variables, qui sont conséquents, c'est souvent des palettes, c'est souvent par palette, voire par dizaines de palettes. Des produits qui peuvent être compliqués à redistribuer, je pense à des produits parapharmaceutiques et des produits d'hygiène, etc. Mais aussi des produits qui coûtent cher à la destruction. Et donc, arrêtez de perdre votre temps à chercher des associations, à bricoler, à faire du don qui en plus n'est souvent pas fait dans un cadre légal, mais appelez Phoenix et on va organiser ce don, trouver les associations, mettre en place les fichiers de traçabilité, etc. Donc faire vraiment professionnaliser, aller plus vite et de manière plus efficace sur le don. On n'a pas inventé le don, mais on le professionnalise. Et le gain pour nos clients, c'est évidemment un gain à la fois de temps, un gain sur les coûts des poubelles, les coûts de destruction des produits, et une limitation aussi du risque légal
en particulier sur la traçabilité des produits. Alors, combien on est Phoenix et où on est présent? Phoenix, aujourd'hui, c'est une entreprise de 300 personnes. C'est toujours tiré par la France, je dirais, parce qu'il y a 300, il doit y avoir 250 personnes qui travaillent en France. Et on est aussi 50 personnes qui travaillent dans 4 pays et 4 filiales de Phoenix qui sont en Espagne, Portugal, Italie et en Belgique. Alors, en Belgique, on est une petite équipe, on est 5 pour le moment, une petite équipe commando. On a d'abord lancé l'application à Bruxelles. Donc j'invite les Bruxellois d'entre vous à télécharger l'app Phoenix. Et puis maintenant, on est en train de lancer les autres leviers de revalorisation. Donc l'accompagnement sur les ventes dates courtes, le don en particulier. Romain me demandait, d'après ce qu'on voit, d'après nos échanges avec nos clients, quelles sont les principales causes de surplus. Bon, Romain, on citait pas mal par téléphone, mais peut-être une cause supplémentaire qu'on voit, c'est chez nos clients, c'est les systèmes en particulier dans les supermarchés, c'est les systèmes de recommande automatique. C'est-à-dire que dès qu'un produit est passé en caisse, dans la plupart des enseignes, il y a un logiciel qui le recommande automatiquement. Et ce qui fait que un produit peut être vendu par exemple il y a des produits qui sont très liés à la météo. Donc vous allez commander, vous voyez qu'il fait beau, vous allez commander des merguez et des mozzarella. Et puis en fait, la météo se retourne, on se retrouve avec ça sur les bras, on les stick à moins 50%, on les passe en caisse. Mais en fait, puisque le processus n'est pas optimisé, bah, ils vont être recommandés. Et donc ça crée comme ça des espèces de surplus jusqu'à ce que quelqu'un s'en rende compte et appuie sur le bouton pour modifier la commande. Et ça, c'est vraiment pour nous, hein, c'est une grosse cause et donc c'est quelque chose quand on met notre logiciel en place dans le magasin, on va aussi aller modifier ces règles-là de recommande automatique parce que c'est une très grosse cause de surplus. Et dernier point, Romain me demandait un peu une success story. Et là, je voudrais parler du pool de 40 magasins qu'on a en France amenés au zéro déchet alimentaire. Donc on a 40 gros supermarchés qui ont littéralement plus aucun déchet alimentaire. Et donc pour ce faire, on va vraiment pousser à fond sur chacun des leviers qu'on a pour la revalorisation des produits. Et il y a quand même, il faut le dire, il y a une casse incompressible dans les supermarchés. Je dirais de l'ordre de 0,6 à 0,8% du chiffre d'affaires. Et pour ce volume-là, on va aller mettre en place un flux d'alimentation générale. Donc on va établir un partenariat avec un chenil ou un zoo, etc., pour venir collecter ces derniers déchets qui sont plus consommables par les humains, mais qui sont encore consommables par les animaux. Donc voilà, belle réussite de la part de Phoenix d'avoir accompagné aujourd'hui 40 clients, et puis ben, évidemment c'est un objectif d'avoir tous nos clients zéro déchet. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne conférence et je serai ravi d'entrer en contact avec ceux qui veulent en savoir plus sur Phoenix. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, petite précision, dans son intervention, Amaury utilisait le terme producteur. Par là, il faisait référence en fait aux transformateurs, pas tellement aux agriculteurs. Donc, par producteur, c'est vraiment les transformateurs alimentaires. Et donc, il disait que leur système est adapté pour les transformateurs pour faciliter le don. En parlant de don, on va passer du coup à la piste d'action suivante. Donc, si on ne peut pas vendre, on ne veut pas vendre ces surplus, on peut aussi décider de les donner à plusieurs bénéficiaires différents. Alors, il y a plusieurs catégories de bénéficiaires. Tout d'abord, ça peut être simplement les membres de votre personnel. Et pour ça, je vous invite à bien communiquer clairement que c'est autorisé, et donc qu'un lot dont la DDM est dépassée ou la DLC ou DDM est proche peut être pris par le personnel. C'est une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire aussi. Les bénéficiaires peuvent aussi être vos clients. Donc ça, c'est plus pour la distribution, donc lorsqu'on est en B2C. Donc, comme je disais, c'est quelque chose de bien perçu, donc n'hésitez pas à le proposer. Donc, par exemple, des cagettes gratuites à donner, voire à donner des cadeaux de fidélisation aux clients
qui achètent ou qui reprennent des produits en fin de vie. C'est une façon aussi de démontrer votre engagement pour des actions durables. Alors, le point suivant, le bénéficiaire suivant, ce sera l'aide alimentaire. Pour ça, je laisserai la parole à Adrien un peu plus tard, qui va nous développer tout ça en détail. Comme j'ai cité plus tôt, je rappelle que les grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés à Bruxelles sont obligées de donner leur surplus du jour aux organisations caritatives et qu'il est maintenant interdit de détruire la nourriture, comme c'était le cas avant, les scandales qu'il y avait eu avec l'eau de Javel dans les poubelles des supermarchés, etc. Lorsqu'on parle de dons de surplus, j'entends beaucoup d'entreprises qui ont peur au niveau de l'AFSCA. Ils ont peur de se mettre en porte-à-faux. Et donc, je vous ai mis ici une citation de l'AFSCA qui, en fait, sur son site, déclare officiellement qu'elle est favorable à la redistribution des surplus alimentaires, y compris le don. Évidemment, une seule condition est importante, c'est que la sécurité alimentaire du produit soit garantie. Pour ceux qui ne le croient pas, je vous ai mis un hyperlien pour aller vérifier l'information par la suite. Et donc, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, il y a 3 points d'attention principaux à avoir. Le premier, c'est évidemment s'assurer que la DLC n'est pas dépassée. Si elle est dépassée, on ne peut pas donner le produit. On peut redistribuer un produit après sa DDM, mais comme je l'expliquais plus tôt, c'est à certaines conditions. Donc, je parlais de l'emballage intact, de l'apparence, etc. Et évidemment, de bien respecter la chaîne du froid. Il existe une circulaire de l'AFSCA qui dit comment s'y prendre pour donner ces surplus aux banques alimentaires et aux organisations caritatives. Alors, elle est surtout adressée aux organisations caritatives, mais vous, en tant qu'entreprise alimentaire, il y a un point qui est intéressant et qui peut vraiment fort vous faciliter le don alimentaire, c'est qu'il y a un assouplissement en traçabilité. Vous ne devez pas avoir un registre sortant avec la liste des produits que vous donnez. Une liste des établissements à qui vous le donnez est suffisante. Ça tient lieu de registre des produits sortants. Donc, si moi, je donne en tant qu'entreprise alimentaire des produits au frigo solitaire A et à la banque alimentaire, j'ai juste à avoir une liste d'établissements avec leurs coordonnées et c'est bon, je ne dois pas faire un bon de sortie pour chacun des dons que je fais. Donc c'est quelque chose qui favorise et qui facilite grandement le don alimentaire. Quelques conseils pour que ça se passe bien. Tout d'abord, si possible, offrez des denrées alimentaires légèrement avant la DLC. Quand on donne le jour même de la DLC, les organisations n'ont pas le temps de les redistribuer. Donc, si possible, donnez-les 3 jours avant leur DLC. Ça, c'est vraiment l'idéal, voire plus. Si c'est trop proche de la DLC, ça va être compliqué à gérer et ils finiront probablement à la poubelle. Si vous produisez, par exemple, des sauces au nom d'un certain client, eh bien, parfois, vous devrez demander à votre client, donc mettons que vous avez un surstock de cette sauce et que vous la donnez, eh bien, parfois, le client va exiger que vous demandiez son autorisation pour redistribuer sa sauce gratuitement. Le temps d'avoir l'autorisation d'échanger les mails, vous n'aurez plus le temps de les distribuer, elles auront dépassé leur date de fin de vie. Et du coup, une piste d'action, c'est d'introduire une clause dans le contrat avec votre client distributeur, leur disant qu'un produit peut être vendu ou distribué à des tiers si vous avez un problème, un surstock ou si vous n'arriverez pas à l'écouler entièrement. Et enfin, je rappelle que le don et la vente, ça permet d'éviter le coût des déchets. Et donc, vous faites d'un coup devenir un gain ou un non-coût. Quelque chose à garder en tête, ça vous permet de faire des économies aussi. Pour que la collaboration avec l'organisation qui reçoit les invendus se passe bien, il y a une série de conseils à faire, notamment établissez une convention de donation entre vous et l'organisation qui reprend les surplus. Et donc cette convention, elle permet quoi? Elle permet déjà d'officialiser cet accord que vous avez réalisé entre vous. Ça permet de garantir une régularité et un engagement des 2 parties, c'est-à-dire que le fabricant s'engage à donner tous ses surplus à cette organisation et pas à un autre. Et à l'inverse, l'organisation s'engage à prendre les surplus à chaque fois qu'il y en a et à ne pas un jour dire oui, un jour dire non. Et donc l'entreprise ne sache pas toujours quoi faire de ses surplus. Et enfin, cette convention définit aussi les modalités pratiques des récoltes. Par exemple, quelles catégories de denrées alimentaires seront reprises, quand et à quelle heure, quel jour de la semaine, et aussi concrètement qui s'occupera de la manutention, de l'enlèvement, etc. J'ai parlé plutôt de la surgélation, donc la surgélation des produits en fin de vie ou ayant dépassé leur DDM
est permise. Il y a une série de conditions. Et donc là, je vais vous montrer un gros pavé, une grosse tartine que je ne vais pas lire, que je vous laisserai le soin de lire si jamais ça vous concerne. Et donc, je le rappelle, la surgélation est un outil très utile pour faciliter la reprise des invendus en entreprise alimentaire par les organisations caritatives. Information très utile. Si vous donnez des denrées alimentaires, vous pouvez récupérer la TVA de cet aliment. Je prends l'exemple, vous êtes un magasin et vous avez acheté, mettons, un pot de sauce tomate. Si ce pot de sauce tomate arrive à péremption et que vous le donnez, vous récupérez la TVA que vous avez payée lors de l'achat de ce pot de sauce tomate. Et donc, il y a une circulaire du SPF Finance qui mentionne tout ça. Je l'ai mis ici, s'il y a un hyperlien. Alors, quelques petites informations pour vous éviter de devoir la lire en entier. Ça exclut les boissons alcoolisées. Donc, vous ne récupérez pas la TVA sur les boissons alcoolisées. Par contre, ça concerne bien tous les aliments qui ne pourront plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales. Alors, ces conditions de commercialisation normales, ça peut être plusieurs raisons. Par exemple, la date de péremption du bien approche trop. Et donc, on est à 5 jours ou moins de la date de fin de vie du produit. Ça peut être que l'emballage est détérioré ou n'est pas conforme aux standards de commercialisation. Par exemple, il a une forme, il est un peu abîmé, erreur d'impression, etc. Ça peut être que le produit ne répond pas aux standards de production. Par exemple, des légumes moches, par exemple, des légumes ou des produits qui n'ont plus un goût satisfaisant, mais qui sont toujours consommables, une texture ou une couleur qui ne convient pas. Et enfin, un produit hors de sa période de commercialisation habituelle, par exemple des œufs de Pâques. Eh bien, lorsqu'on a passé les fêtes de Pâques, on ne peut plus en vendre, en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Eh bien là, on peut les redistribuer à l'aide alimentaire et récupérer la TVA de ces produits. Et dernière information pour la récupération de la TVA, information utile, c'est que si vous voulez récupérer la TVA, là par contre, vous devrez avoir un bon de sortie, un bon d'enlèvement, qui est vraiment similaire à un bordereau de livraison classique, sauf qu'il faut ajouter quelques informations en plus, notamment spécifier que c'est un don à caractère gratuit, que c'est non vendable, que l'organisation qui le reprend va devoir le donner presque gratuitement, donc elle peut juste demander des frais de défraiement, de dédommagement pour les charges, mais vraiment symboliques. Voilà, il y a une série de petites choses qui sont en plus, mais c'est un document assez simple, similaire à un bordereau de livraison. Je vais maintenant laisser la parole à Adrien Ariel du FDSS. Adrien, tu peux activer ton micro et ta caméra. Merci Romain pour la prise de parole. Donc, moi, je vais présenter un peu le don alimentaire en région de Bruxelles-Capitale et un peu comment ça fonctionne et expliquer aussi toute la complexité du réseau, mais aussi toute sa richesse. Donc, moi, je travaille au sein de la concertation aide alimentaire. On est financé par les cabinets de la région et par les pouvoirs publics pour soutenir les acteurs de l'aide alimentaire à Bruxelles et en région wallonne. Donc, on propose des formations, on essaye de faire des réunions avec le secteur pour voir les besoins et orienter des pistes de financement pour les soutenir. On propose, voilà, je disais des formations AFSCA, on propose de l'accompagnement sur place. Donc, suffisamment d'actions qui nous permettent d'avoir une vue globale sur les activités de l'aide alimentaire en région bruxelloise. Et donc, il faut savoir que sur la région, l'aide alimentaire, c'est à peu près 150 services d'aide alimentaire répartis de façon équitable sur la région. Donc, il y a quand même pas mal d'activités là-dessus. Et ça concerne, alors il n'y a pas vraiment de statistiques là-dessus, mais ça concerne à minima 90 000 personnes par an qui bénéficient d'aide alimentaire. Et donc, moi, mon poste, c'est chargé d'approvisionnement logistique pour le secteur et je viens en relais aux associations pour venir présenter, par exemple ici, c'est typiquement une de mes missions, c'est venir présenter le secteur ou faciliter parfois la mise en place du don alimentaire avec certains donateurs et certaines associations. Voilà. Donc, pour mapper, là, c'est une map qui date d'il y a 2-3 ans, donc il y a peut-être encore je pense qu'il y a une dizaine de points à ajouter maintenant. Mais donc ici, on retrouve un peu les acteurs qui sont actifs. C'est souvent des acteurs qui sont actifs du lundi au vendredi sur des horaires, disons, de 9h à 20h. Parfois, c'est aussi le week-end, mais un peu plus rarement. Et donc voilà, là, il faudra
Donc, ça dépend des structures. Il y a des colis alimentaires, des épiceries sociales, des restaurants sociaux. Et au niveau des besoins, donc là, parce qu'on parle de dons alimentaires, au niveau des besoins, bah, c'est des besoins classiques parce qu'en fait, on s'adresse à des familles qui sont dans le besoin alimentaire. Et donc, le secteur associatif cherche des dons alimentaires en viande, volaille, poisson, fruits, légumes, crèmeries, épiceries. Et même le nom alimentaire est recherché. Voilà. Donc, Romain l'a déjà présenté, et donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais la vision des invendus chez nos partenaires, c'est que bah, du coup, il y a les institutions européennes qui veulent réduire les émissions d'ici 2030, donc il y a un incitant politique assez fort en Belgique, sur la Belgique et donc sur la région de Bruxelles-Capitale pour réduire le gaspillage. On a parlé tout à l'heure d'obligation du tri à la source pour les professionnels en 2023, et donc je pense que mettre en place un don alimentaire, c'est une solution intelligente à faire maintenant. Ça permet de tester le modèle et d'arriver vite en 2023 pour aussi ajuster le don alimentaire dans sa structure. Et donc ça, c'est au niveau de la région de Bruxelles. Et ensuite, au niveau des donateurs, plus spécifiquement, bah, l'envie, c'est de réduire forcément les pertes. L'envie, c'est de donner aussi plus tard et le moins possible. Et même avoir un objectif de ne plus donner d'ici quelques années. Donc ça, c'est idéal, forcément, parce que les donateurs ont une vue économique sur leurs produits. Donc, pourquoi valoriser? Là encore, ben, en fait, valoriser vos surplus par le don alimentaire, c'est que le secteur reste professionnel. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est pas une association avec une voiture. Alors, parfois, c'est ça, mais je veux dire, derrière, il y a des gens qui sont formés. Toutes les associations sont agréées au niveau de la TVA, ont des formations AFSCA, ont des autorisations. Et donc, c'est tout un maillage de parfois salariés, parfois bénévoles, qui sont professionnels et donc qui savent absorber des quantités énormes de surplus alimentaires dans leur structure. Et enfin, il y a des incitants financiers, la TVA qu'on peut récupérer sur le don alimentaire. On peut aussi valoriser le don qu'on fait socialement. Et puis ça crée de la cohésion sociale parfois quand c'est un don qui organise dans votre quartier, par exemple, si vous êtes un commerçant. Et on peut se poser la question, à l'avenir, à mon avis, des politiques au niveau incitant fiscal pourraient voir le jour pour motiver encore plus le don alimentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je constate en allant sur le terrain, c'est que il y a différents acteurs qui donnent, donc quasiment tout le monde, hein. Mais donc au niveau de la production, pourquoi on donne? Parce que c'est souvent un marché mondialisé. On l'a vu avec la pomme de terre, notamment pendant la crise sanitaire. On s'est retrouvé avec des milliers de tonnes d'invendus. Et donc du coup, ça a été réorienté vers le secteur de l'aide alimentaire qui a tout à fait pu absorber les quantités astronomiques des pommes de terre pour pouvoir les faire consommer. Il y a des changements de site de production. Parfois, bah voilà, on a de la production de poissons en ville. Et donc, du coup, si la production de poissons en ville change d'endroit, là, il faut vider les bacs. Et donc, du coup, là, on s'organise pour organiser le don au niveau de la région. Enfin, il y a aussi la distribution. Donc là, la distribution, le surplus, c'est un peu plus structurel. Ça fait partie du modèle des magasins. Donc, il faut toujours avoir les rayons remplis. Quoique maintenant, ça change, hein, mais il faut avoir des rayons remplis pour pouvoir stimuler la vente. Et donc, du coup, en fin de journée, on a forcément des surplus. On a les petits commerçants. Donc là, moi, j'ai changé de couleur, c'est en noir. Les petits commerçants, c'est un peu plus... disons, c'est un peu plus délicat au niveau du don. Alors, ça marche sur de l'hyperlocal quand c'est une association qui est à 3 rues d'ici, ça fonctionne très bien. Mais en fait, on se rend compte que les petits commerçants ont une vue millimétrée sur leur stock, une vue économique aussi sur leur magasin. Et donc, du coup, ils essayent au plus d'éviter le gaspillage et s'orientent plutôt vers des applications Too Good To Go, Happy Horse Market ou Phoenix qu'on a pu voir ici. Et enfin, il y a le secteur de l'Horeca. Et donc là, je dirais qu'il y a deux tendances. Les cuisines collectives, hein, Sodexo ou en hôpital, où là, il y a des grosses quantités. Donc, on est obligé de produire beaucoup. Et donc, il y a forcément du gaspillage à un moment donné. Et donc là, on organise le don alimentaire. Par exemple, les cuisines de la Commission européenne donnent aujourd'hui leur surplus en mettant sous vide leurs produits. Et il y a plutôt le secteur de l'Horeca de façon générale. Ben, là, on peut citer la météo, par exemple, bah, ça peut ne pas faire venir les clients et donc là, il y a des surplus et l'aide alimentaire peut tout à fait récupérer ces surplus. Voilà. Donc, comment donner? Ben, c'est assez simple, hein, c'est mise à disposition du produit. Généralement, c'est l'association qui vient récolter. C'est peu ou rarement, voire jamais en fait, hein, le donateur qui va livrer à l'association, quoique ça serait apprécié comme geste.
parce que le secteur associatif est très peu équipé, enfin est très peu soutenu financièrement. Et enfin, l'association récupère et distribue généralement dans la journée le produit, parce que c'est des produits qui arrivent en fin de vie, ou parfois, et ça arrive aussi, c'est une mise en conservation adaptée. Là, Romain, tu parlais tout à l'heure de surgélation, bah, c'est typiquement ce que peut faire une association, congeler la viande ou le poisson. Et donc, du coup, comment on organise le don? Eh ben, c'est assez simple, hein, il faut avoir un bordereau d'enlèvement ou de livraison pour avoir les informations au niveau de la traçabilité du produit et souvent une signature pour le transfert de la responsabilité du produit. Donc, il ne faut pas plus que ça pour organiser un don alimentaire. Ces documents sont suffisants pour pouvoir prouver l'activité et récupérer la TVA ou justifier ça auprès de l'AFSCA. Voilà. Donc là, typiquement, c'est un bordereau qu'on pourrait avoir ici. Et donc, il y a la quantité, les caisses. Enfin là, je ne vais pas vous réexpliquer parce que je crois que vous aussi, vous avez affaire à vos fournisseurs et donc vous avez typiquement ce genre de fichier à votre disposition. Et donc, du coup, il y a deux tendances. Là, il y a deux tendances. Il y a soit la mise en place d'un partenariat structurel, ça veut dire qu'on a des surplus tous les jours, ou de façon régulière et qu'on arrive à les identifier. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, ben, c'est que moi, par exemple, je peux venir vous accompagner là-dessus, hein. C'est gratuit parce que ça fait partie de ma mission, mais donc c'est étude des besoins que vous avez. On prospecte l'association qui répond à vos besoins, parce que toutes les associations n'ont pas les mêmes exigences ou n'ont pas les mêmes équipements. Donc ça, il faut les connaître. Et ça, pour le coup, à la Fédération des services sociaux, on les connaît. Ensuite, on rencontre les partenaires, on fait signer une convention et il y a un projet pilote qui est mis en place avec un suivi mensuel où nous, on vient en tant qu'intermédiaire pour voir si tout se passe bien. Mais si le donateur et l'association sont autonomes, c'est tout aussi bien, le partenariat peut fonctionner. Donc, par exemple, nous, on utilise un outil qui n'est pas présenté ici, mais qui s'appelle Bourse-Don. Là, c'est pour un magasin. Ben, là, on a planifié tous les jours qui vient, qui ne vient pas. Et donc, on voit une traçabilité de l'activité. Voilà. Il y a aussi un reporting et donc on voit un peu qui vient quand et combien on a récupéré de produits en fonction de l'association. L'autre tendance, c'est qu'on a plutôt des surplus, mais de façon très ponctuelle et on n'arrive pas à les identifier. C'est souvent le cas du secteur de l'ORECA. Là, je conseille plutôt d'utiliser le site de la Bourse Don, qui est vraiment adapté et qui est gratuit. Et donc, du coup, ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, la Bourse Don, eh ben, on va annoncer un don et ça va créer des alertes dans chaque association d'aide alimentaire sur la région de Bruxelles-Capitale. Elles sont quasiment toutes inscrites dessus parce que c'est nous qui gérons les inscriptions. Donc il y a un contrôle au niveau de sécurité AFSCA ou autre. Donc ça, là, il y a une garantie derrière, il n'y a pas de souci. C'est que de l'aide alimentaire. Il y a une diffusion des annonces et ensuite l'association peut réserver. Et une fois qu'elle a réservé, alors il y a un enlèvement ou une livraison qui est organisée. Et donc typiquement, bah, si vous créez un don, bah, il faut renseigner ce genre d'informations. Ça prend un peu de temps parfois. Donc là, il faut voir, il faut bien identifier à quel moment vous pouvez le faire. Et ensuite, une fois que vous encodez le don, alors c'est annoncé. Là, on n'est pas du tout à Bruxelles, mais c'est comme si. Et donc, il y a tout un tas d'informations qui apparaît. Et donc là, pareil, comme Phoenix, c'est générer des bordereaux de livraison, c'est générer tout ce qu'il faut pour pouvoir justifier l'activité. Donc ça, c'était les tendances. Mais donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, hein, il y a Bourse-Don, il y a Phoenix, mais concrètement, à qui donner si on a vraiment envie de contacter les associations? Donc là, soit vous pouvez prendre contact avec moi parce que moi, je pourrais vous donner une liste d'associations autour de chez vous. Soit vous pouvez contacter des plateformes. Donc aujourd'hui, le secteur se professionnalise et donc du coup, on a les banques alimentaires, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, qui sont des plateformes mais qui travaillent par réseau. Donc du coup, c'est pas représentatif de tout l'aide alimentaire. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que il y a un projet qui s'appelle Loco. Et en fait, Loco s'adresse à toutes les structures, peu importe l'appartenance au réseau, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Restos du Cœur. Et donc, du coup, on a un impact aussi beaucoup plus grand. Et en fait, là, vous voyez la map ici, c'est tous les hubs logistiques qui peuvent être activés si jamais il faut aller chercher des surplus au niveau de local. Et eux s'occupent d'aller chercher les invendus et de les redistribuer en fonction des besoins des associations. Donc, c'est une facilité pour vous et c'est une facilité aussi pour l'association parce que l'association, en fait, ne gère plus cette relation avec le donateur, mais va plutôt se reposer sur la plateforme. Après, il y a des associations qui préfèrent avoir un contact direct avec les magasins et commerçants, ce qui est tout à fait compréhensible, et ça, on laisse la place pour ça. Enfin, là, à l'échelle locale, parce que du coup, c'était plutôt les plateformes au niveau de la région, à l'échelle locale, bah, ici, vous avez par exemple le réseau des frigos solidaires qui maintenant même
a augmenté. Il y a encore plus de frigos solidaires qui existent aujourd'hui, mais qui sont basés ici, et vous pouvez prendre contact avec eux via le site BeCool ou via Family Time Saver, où là, vous avez tous les contacts des frigos solidaires au niveau de votre commune. Enfin, vous pouvez prendre contact plus largement avec les structures d'aide alimentaire, donc restaurant social, épicerie sociale, distribution de colis, à travers le répertoire de l'aide alimentaire que nous, on met à jour sur notre site. Et en fait, vous cliquez et vous avez un numéro de contact parfois, et donc là, vous pouvez directement contacter l'association. Voilà. Donc la conclusion, en gros, c'est pour rappeler que le secteur de l'aide alimentaire reste professionnel. Maintenant, il y a des personnes en insertion professionnelle, il y a qui sont engagés, il y a des gens qui sont payés, des chauffeurs-livreurs qui sont payés pour récolter les produits, il y a des camionnettes réfrigérées qui tournent, donc on peut se positionner même à l'équivalent d'un professionnel. Je tiens à rappeler que payer une application pour son expertise anti-gaspillage, ce n'est pas soutenir forcément l'association. Quand on paye l'expertise de Phoenix ou Happy Horse Market, c'est pas pour autant que l'association est soutenue derrière financièrement. Donc, du coup, c'est chouette aussi de pouvoir avoir des contacts directs avec l'association. Et enfin, rappelez que le secteur de l'aide alimentaire est aussi un potentiel acheteur de vos surplus. Donc ça, il ne faut pas hésiter, hein. Les pommes de terre, par exemple, ça a été le cas. Ça a été revendu à bas prix au secteur de l'aide alimentaire, mais parce que l'aide alimentaire avait des financements aussi à ce moment-là. Et donc, du coup, ça peut être un potentiel client pour vos produits en fin de vie qui ne sont pas encore donnables, mais qui sont encore vendables. Ça, il ne faut pas hésiter à diffuser l'information. Voilà. Et là, vous avez mon contact. Et donc, si je peux intervenir pour faciliter les dons ou même réexpliquer le fonctionnement de l'aide alimentaire en région bruxelloise, il ne faut pas hésiter à me contacter. Voilà. Merci. Merci Adrien pour ton intervention. De rien. Claire, très bien structuré. Maintenant qu'on a parlé des dons, on va parler de la transformation des surplus. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour transformer ces surplus. Si vous avez des surplus, vous pouvez les transformer. Alors, soit vous les transformez en interne. Et donc là, je montre par exemple un supermarché qui a pris le pli de transformer ses surplus de fruits pour en faire des jus frais et qu'il peut revendre tout de suite. Alors, ça, ce genre de procédé, ce genre de transformation en interne, cette solution est surtout applicable lorsque vous avez des procédés faciles et quand vous avez de l'espace ou que les procédés sont peu spacieux. Notez que si un traitement thermique est impossible, donc si vous ne savez pas pasteuriser ou stériliser votre produit, il faudra penser à pouvoir le vendre rapidement. Et donc, prenez ces paramètres en compte lorsque vous souhaitez faire la transformation de vos surplus en interne. Si, en revanche, ce n'est pas possible, eh bien, vous pouvez faire appel à un partenaire. Alors, ça, vous faites de la sous-traitance, c'est-à-dire que vous donnez vos invendus à une entreprise de transformation externe qui va venir les reprendre, qui les transforme et qui ensuite vous rend les produits transformés que vous vendez vous-même. Donc ça, c'est une solution tout à fait envisageable, mais il faut que vous puissiez vous-même écouler ces produits et qu'au niveau logistique, notamment du temps que cela prend, ce soit possible pour vous. Si, en revanche, vous manquez de temps, de logistique, etc., eh bien, vous pouvez soit donner ou vendre ces surplus à un tiers, donc une entreprise externe qui peut elle-même faire la transformation et écouler ces produits transformés dans son réseau. Et donc, je vais vous donner ici 3 exemples. Donc, il y a plein d'entreprises qui font ça. 3 exemples d'entreprises un petit peu différentes qui font ça. Il y a tout d'abord Earth Project qui récupère les surplus des grossistes et de certains détaillants pour faire des plats préparés, et donc de l'Horeca. Il existe aussi Envie, qui est une entreprise située à Anderlecht, donc aussi à Bruxelles, qui fabrique surtout des soupes, mais aussi des sauces, à partir d'invendus de la grande distribution, donc plutôt des grossistes, pas de la grande distribution, excusez-moi, et des fédérations de producteurs, et qui en plus travaillent avec du personnel adapté, donc des personnes en réinsertion professionnelle. Et enfin, la SBL Fruit Collect, que je connais bien puisque je travaille à mi-temps, qui récolte lui directement les surplus chez les producteurs et qui rémunère les producteurs pour cela et qui fait notamment de l'aide alimentaire avec les surplus récupérés. Je vais vous donner donc un petit exemple et donc on va écouter maintenant Adeline de Earth Project qui va nous présenter son projet. Adeline, c'est à toi. Bonjour à tous, ravie d'avoir l'opportunité d'expliquer un petit peu notre modèle et aussi je voulais insuffler un vent d'optimisme puisqu'on voit souvent les news que voilà, un tiers de la nourriture que l'on produit globalement est jetée, etc. Il y a vraiment plein de solutions et plein de solutions différentes et des solutions qui peuvent être aussi
complémentaires. Donc nous, ce qu'on fait, on s'appelle Hearth Project. Hearth, c'est la contraction de Heart et Earth, donc le cœur et la terre. On trouvait ça très chouette comme nom d'ASBL, mais c'est imprononçable. Donc commercialement, pour la partie, et je reviendrai dessus, du restaurant qu'on a ouvert qui finance nos activités, on s'appelle Entropie, et on vient de lancer à Bruxelles le restaurant qui a aussi notre atelier de transformation. Et ce qu'on pense vraiment, c'est que la nourriture peut être un outil du changement, à la fois dans le fait qu'on peut réduire le gaspillage alimentaire de façon effective, mais on peut aussi sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire via quand même manger généralement quelque chose de bon, c'est toujours agréable. Mais aussi, la nourriture peut vraiment apporter une revalorisation sociale quand on arrive à bien la traiter et à bien la transformer. Je vais revenir un petit peu sur un point que Romain faisait, si j'arrive à changer. Voilà. Je ne vais pas revenir en détail sur les quantités de gaspillage alimentaire. On a vu le film, la présentation de Romain était très bien. Ce sur quoi je voulais insister, ce sont les types de gaspillage alimentaire et surtout ceux que nous, on choisit comme organisation de traiter, puisque vous verrez qu'ils seront très complémentaires à ceux que les applications comme Phoenix et Too Good To Go utilisent ou que l'aide alimentaire récupère directement. Alors souvent, on va retrouver des erreurs de production, de transport, de labeling, etc. Aussi des erreurs de forecast et de demande, beaucoup. Et là, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Romain a spécifié beaucoup de causes, mais clairement, là où il y a quelque chose à faire, c'est aussi dans la sensibilisation de tous et du consommateur final que, eh ben oui, à Noël, peut-être que vous allez au restaurant et peut-être que ce jour-là, le restaurant n'aura pas de foie gras à sa carte. Et c'est pas très grave. Parce qu'en fait, en janvier et en février, nous, ce qu'on récupère chez les grossistes, ce sont des tonnes de foie gras. Et là, le foie gras, pour l'aide alimentaire, je vous mets au défi quand même de trouver une manière de le revaloriser. Donc ça, ce sont des exemples aussi de choses qu'on essaye de faire. C'est l'éducation aussi au niveau des clients et des consommateurs finaux. Et on fait ça notamment via notre restaurant. Une autre cause sur laquelle je voulais insister, c'est les codes, je dirais, marketing. C'est aussi sur la sensibilisation des consommateurs, mais pas seulement. Nous, on récupère donc des invendus surtout en amont vraiment de la chaîne de production, donc très peu chez les Delhaize, les Carrefour, etc. Parfois chez les fournisseurs de l'Horeca comme Metro, etc., mais aussi chez les maraîchers et chez les transformateurs, mais avant que ça arrive dans les réseaux de distribution B2C. Et en fait, souvent, si vous avez une caisse, imaginons, de citron qui est proposée aux clients, ce sont les clients restaurateurs ou les clients B2C. Et si vous avez 3 citrons en fait, qui sont verts sur le dessus de la caisse, et ben là, vous avez non seulement un problème, je dirais, esthétique, donc que les gens ne vont pas acheter les citrons dans cette caisse, mais plus que ça, ça va souvent coûter plus cher en main-d'œuvre et en coût RH de payer quelqu'un à trier cette caisse que de la jeter. Donc c'est aussi un point très important. Nous, on va chercher beaucoup dans ces caisses-là et on fait du tri nous-mêmes, ce qui nous permet en fait de récupérer des invendus vraiment de qualité. On a parlé des dates limites de consommation, etc. Le dernier point que je voulais soulever, c'est que dans les invendus que nous récupérons, ce sont très peu des invendus déjà transformés. Ce sont souvent des invendus du type des poissons entiers, des turbos, des cabillaud, etc., qui n'ont pas encore été vidés, dont typiquement certains fournisseurs savent que si ce n'est pas vendu le samedi à 11h, et que finalement les restaurants fonctionnent le plus entre le mercredi et le samedi, il ne sera pas vendu avant le mercredi d'après. Et donc même s'il a encore 3 jours de vie tel quel avant la date de fin de limite, ils sauront qu'ils ne le vendront pas. Ce genre d'invendus, on les récupère. Mais ce qui est intéressant avec ces invendus-là, c'est que peu de structures sont capables de les transformer, souvent, donc même dans l'aide alimentaire, etc. Donc ça demande vraiment un atelier et des compétences techniques. Ça demande aussi des compétences de transport, donc vraiment garder dans le bon environnement, au froid, etc., pour respecter la chaîne de valeur. Mais en fait, surtout quand vous transformez ce genre d'invendu, imaginons que vous découpez ce poisson, vous le sous-videz à nouveau, et là, vous le congelez et vous élongez sa durée de vie vraiment facilement de 1-2 semaines, voire même plus. Okay. Et le dernier type d'invendu que nous récupérons beaucoup aussi, et ça, Romain l'a mentionné, pas dans les causes d'invendus, mais il l'a mentionné plus tard. On récupère beaucoup d'invendus alimentaires en gros, donc vraiment par palette, donc plusieurs tonnes d'invendus en une fois, mais qui viennent des secteurs les transformateurs qui vendent en fait aux chaînes de distribution comme Carrefour, Delhaize, etc. Sauf que de même qu'il y a une date de
de limite de consommation, une date limite optimale d'utilisation. Il y a aussi une date limite d'envoi vers le secteur du B2C. Pourquoi? Parce que simplement, comme il le mentionnait, il y a des histoires d'inventaire, etc. Et finalement, le délai de Carrefour ne veut pas se retrouver avec des produits sur les bras qui ne sont plus vendables. Mais du coup, nous, en amont, parfois, quand ils n'arrivent pas à mettre une clause dans leur contrat pour réduire ces 3 mois de limite à 1 mois, on récupère beaucoup d'invendus qui, en fait, ont encore 2 mois de durée de vie. Et là, on peut en faire plein de choses. Tout ça pour vous montrer que les invendus, c'est large, qu'il y a plein de choses à faire et surtout que ça peut être complémentaire selon l'organisation qu'on est. Le problème, on a tous compris, il y a un coût de ressources, il y a un coût environnemental, mais il y a aussi un coût social. À la fin, si vous jetez un tiers de la production mondiale, le reste des repas augmente. Et c'est vraiment la problématique sur laquelle nous, on s'est penchés et on a commencé nos actions, en fait, on avait commencé avant le Covid, on faisait des événements gastronomiques pour sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire en utilisant simplement des invendus à 100%. Et en fait, on a commencé à avoir des demandes du secteur alimentaire et des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'au moment du Covid, il a fallu donner plus d'offres de repas, mais aussi avec des packaging. Le packaging représentait des coûts supplémentaires et donc il fallait trouver la manière pour que les repas eux-mêmes ne soient plus au même coût. Et on a commencé à travailler avec Médecins Sans Frontières à l'époque, avec Lilo Sortir du Sans-Abrisme, avec Santé Gidio. Et puis petit à petit, vers l'hiver, on a beaucoup travaillé avec la Fédération des services sociaux, avec la Croix-Rouge, etc. Le modèle que nous, on défend, ce sont donc des repas sociaux abordables. Et j'insiste sur la notion d'abordable puisque de notre côté, nous le faisons parfois, mais sur les relations long terme, nous ne donnons pas nos repas. Nous les vendons, mais nous les vendons à un prix qui est coûtant ou même plus bas que coûtant. Pourquoi? Parce que ça nous engage dans une certaine procédure de qualité et des contrats long terme avec les associations avec lesquelles on travaille. Voilà, d'avoir un gage de qualité, de pouvoir livrer à temps, etc. On diminue au maximum le prix auquel on le vend, en fait, par nos autres activités génératrices de revenus, qui sont le restaurant et la conserverie qu'on développe. On récupère donc les invendus en grande quantité, entre 1 et 2 tonnes par semaine quand même. On les travaille dans nos cuisines grâce à un réseau de chefs, d'apprentis et de volontaires. Et on en fait des repas soit en gastro, donc en collectif, soit en petit packaging, que nous livrons aux associations, donc justement via la Fédération des services sociaux. Donc on a travaillé avec Pierre d'Angle, la Croix-Rouge, beaucoup d'associations. Et idéalement même, comme ce sont les mêmes associations et le même public qu'on sert, on récupère après les packaging et on les resserre. Donc on a une circularité aussi dans la livraison de ce qu'on fait. En termes de food surplus, de surplus alimentaire, on va récupérer ça souvent en direct, soit chez les grossistes, soit chez les acteurs locaux. Parfois, on a la question, oui, pourquoi vous ne récupérez pas chez toutes les petites unités de The Barn, etc. Oui, sauf qu'en fait, si on doit se déplacer pour 2 kilos d'invendus tous les jours dans 30 points à Bruxelles, notre impact en termes d'empreinte carbone est plus important que ce à quoi on peut contribuer en sauvant cette nourriture. Donc c'est vrai qu'on va aller chercher vraiment les invendus qui doivent être transformés pour être complémentaires aux autres associations ou organisations, les invendus en grande quantité et des invendus qui soient aussi diversifiés, donc pas que des légumes, etc., mais aussi des viandes, des poissons, etc., pour revaloriser en fait et faire des vrais repas cuisinés qui sortent de la soupe, du sandwich, etc., qui sont très bien de façon temporaire, mais qui sur le long terme doivent être un peu variés pour la santé des personnes qu'on aide, que ce soit en précarité ou non. On a des activités qui sont génératrices de revenus pour pouvoir absorber la plupart de nos coûts d'énergie, etc., puisque c'est bien la réutilisation des invendus, même si on les récupère à titre gratuit, c'est chouette, mais ça a un coût énorme. En termes d'énergie, on parlait de congélation avant et de chambre froide. Vu les coûts de l'énergie et du gaz aujourd'hui, vous voyez bien que tout ce qui est transformation en termes de coûts opérationnels a augmenté. Donc c'est très important pour nous de pouvoir se financer en interne. C'est pour ça qu'on a monté un restaurant. Et dans ce restaurant, on peut aussi utiliser les invendus alimentaires que l'on ne peut pas réutiliser pour le secteur social, puisque certains sont juste impossibles à réutiliser. Je donne un exemple, récupérer 1 tonne de porc, c'est beaucoup plus difficile à retravailler pour le secteur social dû aux restrictions parfois d'ordre religieux, etc. Mais de même, certains types de denrées, par exemple, qui sont très durs à manger quand dans le secteur, ils ont des problèmes de dents, etc. Ça paraît un peu idiot, mais c'est ça aussi, travailler en complémentarité pour les invendus et pour les autres associations. Et la dernière chose, qui est un axe super important de ce que l'on fait chez Hearst Project, c'est vraiment fédérer un réseau de volontaires et de bénévoles qui vont nous aider à préparer ces repas. Certains vont aussi se former. On a beaucoup de gens de l'ORECA. Ça leur permet de se former d'une manière différente que ce qu'ils apprennent au CERIA ou dans les écoles d'ORECA qui souvent
on va le dire, ne donne pas des pratiques de durabilité très, très, je dirais, développées. Et ça fait partie aussi de l'objet de la sensibilisation de tout le monde au gaspillage alimentaire et aux enjeux sociaux. On se différencie d'autres organisations ou même des organisations sociales directement ou d'applications par le fait qu'on a un réseau de chefs. Pourquoi c'est important? Parce que sur le type d'invendu qu'on récupère, il faut de la capacité et enfin, des compétences, de la créativité. Parfois, on récupère 1000 œufs, 2 palettes de produits frais, d'asperges. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Une partie des repas, une partie des sauces, une partie sous vide, une partie congelée, une partie en fermentation, une partie en déshydratation. Donc, très important d'avoir ce réseau-là sur lequel compter. Un réseau très fort de volontaires et de partenaires aussi. Pourquoi? Parce que les partenaires sont ceux aussi qui nous aident, que ce soit en termes d'équipement, d'avoir les bonnes chambres froides, la bonne taille de chambre froide, les bons réseaux de distribution aussi. Et le fait, en fait, qu'on travaille vraiment en quantité, je vais vous montrer les chiffres après, avec beaucoup d'associations. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenariats à long terme et non sur une donation ad hoc. C'est pour justement pouvoir optimiser tout ça. On travaille vraiment en large quantité. Et le fait qu'on ait une capacité d'échelle comme ça fait qu'on peut aussi réduire nos coûts, améliorer notre logistique, etc. On est soutenu par plusieurs organisations, mais ça, je ne reviendrai pas dessus, mais que ce soit au niveau financier de nos clients, etc. Pardon, je suis sur la fin déjà. Non, les chiffres, il me semble, je vais partager ici. En termes de chiffres, Romain m'avait demandé de spécifier un petit peu, et c'est vrai que ça donne tout de suite un peu plus de mesures et de réalité à tout ça. J'essaie juste de bouger le petit encart. On a récupéré quand même sur 2 ans 270 tonnes d'invendus alimentaires qu'on a traités. Donc on a très très peu de déchets de notre côté sortant. Et les déchets qu'on a sortants, bien sûr, on essaye, alors soit si c'est des épluchures, etc., d'allonger leur durée de vie, d'en faire des chips, des produits fins, etc. Mais sinon, si c'est organique, on travaille par exemple avec Recyclo qui après vient chercher les déchets et les remet dans des composts de quartier. Enfin, on essaye vraiment d'avoir cette démarche pour avoir très peu de poubelles sortantes, même d'un point de vue financier, c'est important. On a soutenu plus de 25 ASBL depuis le départ du projet. On a distribué 104 000 repas au secteur d'aide à la précarité, donc via ces 25 ASBL. On s'est mis aussi, nous, des indicateurs de performance qui sont très importants. Au moins 85% des repas préparés pour le secteur social sont réalisés à partir d'invendus. Et parfois, oui, on doit compenser, puisque par exemple, si on doit livrer des sandwichs pour telle organisation et que le pain invendu est trop dur pour les dents, parfois, oui, il faut acheter du pain qui corresponde. Donc voilà, c'est une transition vers un modèle 100% circulaire, mais il faut tenir compte de tous les enjeux. Et au moins 75% des invendus que nous récupérons à titre gratuit vont au secteur social. C'était aussi quelque chose de très important et de transparent à communiquer à nos donateurs. Et pourquoi c'est important? Parce que oui, nous avons aussi des activités qui sont commerciales pour financer la SBL, mais elles sont de 1 dans la SBL, ce n'est pas une société différente. Donc le restaurant fait partie de la SBL, le traiteur fait partie de la SBL, et on utilise maximum 25% des invendus récupérés à titre gratuit dans ces activités-là. Voilà. Vous voyez aussi certains de nos partenaires sur la partie gauche et une partie de nos réseaux bénévoles, et notamment notre dernière session bénévole il y a 2 semaines dans notre nouveau lieu, voilà, Place Saint-Géry à Bruxelles. Si je passe au slide suivant, je ne vais pas durer trop longtemps. Donc 3 vraiment grosses valeurs dans notre ASBL Hearth Project, c'est la prévention du gaspillage alimentaire, l'impact social, mais aussi le côté de formation et éducation. Ce qui m'amène au point suivant. Nous offrons assez régulièrement de la consultance, plutôt dans le secteur de la restauration, mais ça peut se faire aussi pour des cantines, sur la façon d'optimiser ces process pour limiter le gaspillage alimentaire. Et on va le faire vraiment avec une perspective de chef et je dirais, de transformation des produits avant la valorisation des biodéchets, etc. Et aussi, n'hésitez pas, on a beaucoup de restaurants qui envoient, ou d'écoles de cuisine aussi, leurs apprentis ou des personnes chez nous, soit un jour par semaine, soit une fois par mois, ou parfois sur nos sessions bénévoles, pour apprendre de nouvelles techniques aussi et se sentir décivilisés. Ça, c'est quelque chose de très important que je voulais mentionner. Et même à titre plus séparé, si vous avez des invendus dont personne ne veut ou qui doivent être traités, etc., ou dont on ne savait plus quoi faire et qui ne peuvent pas être distribués directement aux associations, n'hésitez pas à nous contacter. On peut toujours imaginer des façons de les revaloriser. Voilà. Et je vous invite également, si vous êtes intéressé, à venir en découvrir plus sur notre site ou en nous contactant. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la transformation, en tout cas un aperçu,
On va passer à la valorisation des biodéchets, mais je voulais d'abord revenir sur un petit point qu'Adeline a dit que j'ai trouvé intéressant quand elle parlait du coût RH en termes de tri des déchets comparé au coût des déchets eux-mêmes. Oui, effectivement, c'est un frein que beaucoup d'entreprises rencontrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je parlais des incitants que la Commission européenne pourrait mettre en place prochainement. Ça pourrait être, par exemple, augmenter le coût des biodéchets. Et donc, ce calcul pourrait tout doucement devenir plus avantageux pour le tri des biodéchets et donc le tri des surplus qui seraient du coup donnés ou revendus. On va maintenant passer aux biodéchets. Donc, je vais laisser la parole aux facilitateurs biodéchets de Bruxelles Environnement qui vont nous expliquer un petit survol du paysage de quelles sont les obligations et que faut-il faire avec vos biodéchets. Adélaïde, je te laisse la parole. Je suis Adélaïde Drago et donc je fais partie du facilitateur biodéchets des professionnels, qui est un service de Bruxelles Environnement que je vais vous présenter tout de suite. Et donc je vais vous parler plus du tri et de la valorisation des biodéchets que peuvent mettre en place les professionnels. Donc très rapidement, le facilitateur biodéchets pour les professionnels, qu'est-ce que c'est? On est un consortium de prestataires. Donc moi je fais partie de l'association Centre d'écologie urbaine, au même titre que 3 autres structures, et on représente donc ce facilitateur. On a plusieurs services qu'on propose au public, aux professionnels qui nous contactent. Déjà, on a une helpdesk qui nous permet de faire des recommandations et des conseils relatifs au tri, à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou aux solutions de valorisation, et notamment le compostage en entreprise que je vais développer après. On anime des séances d'information et de formation sur ces mêmes thématiques pour les professionnels. On a différents formats de séances de formation plus ou moins détaillés selon les besoins. Et puis, on réalise aussi des accompagnements auprès des entreprises pour les aider à quantifier leurs coûts directs et indirects relatifs à la gestion de leurs biodéchets. Et donc ça, c'est vraiment aussi du cas par cas avec des visites de terrain, des accompagnements plus ou moins longs et qui sont évidemment gratuits vu qu'on est un service public. Et si vous allez sur le site, sur notre page sur le site de Bruxelles Environnement, vous pourrez voir aussi qu'on a mis en place qu'il y a des fiches infos sur différentes thématiques que je vous invite à consulter, notamment une sur le tri et une sur le gaspillage alimentaire. Et puis, dans les prochains mois, il y en a d'autres qui vont sortir sur le compostage, notamment. Très rapidement, je vais poser les enjeux du tri à la source des déchets dans la région. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2023, il y aura de nouvelles obligations de tri pour l'ensemble des professionnels de la région qui touchent tout un tas de flux de déchets. Vous voyez qu'il y a la frigolite, le gravat, les emballages plastiques, les matelas, ça va concerner l'ORECA, le métal, le bois, les liens de cerclage, les plastiques durs. Et puis, moi, ce sur quoi je vais insister, évidemment, ça va être les déchets alimentaires. Et puis, en 2025, il y aura aussi l'obligation de trier et faire collecter ces textiles. Donc, plus spécifiquement sur les déchets alimentaires, enfin, sur les biodéchets. Donc, à partir de la fin 2022 au début 2023, ça va dépendre de l'adoption de la nouvelle réglementation déchets qui devrait passer cet été. Il sera obligatoire de trier et faire collecter ou bien valoriser sur le site de l'entreprise ces biodéchets. Qu'est-ce qu'on entend par biodéchets? Ça va être tout ce qui est déchets alimentaires et ça va être aussi les déchets végétaux de parcs et de jardins. Un peu plus dans le détail, les biodéchets, c'est donc les déchets de cuisine, donc ce qui correspond aux déchets de préparation des repas, notamment les épluchures, etc. Ça va être aussi les déchets de table, donc tout ce qui est reste de repas et retour d'assiette. Et là, il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça, mais ça comprend aussi tout ce qui est viande, poisson, le pain, etc. Ça fait partie des biodéchets. Et puis, on a tout ce qui est invendus et produits alimentaires dégradés ou périmés, dont on a beaucoup parlé. Et enfin, tout ce qui est déchets végétaux, de jardin et de parc, où là, il y a déjà un tri obligatoire, mais donc c'est englobé dans la catégorie des biodéchets. À qui s'adresse cette obligation de tri? Ça s'adresse à absolument tous les professionnels bruxellois, donc que ce soit de l'ORECA, les écoles et les pôles universitaires, tout ce qui est hôpitaux, maisons de retraite, etc.
les commerces alimentaires, les marchés, mais aussi tout simplement toutes les entreprises publiques et privées ou les associations avec ou sans cantine, mais qui vont nécessairement produire, même en quantité infime, des biodéchets. Donc maintenant, on va parler des enjeux du tri à la source des biodéchets. Donc au-delà des enjeux environnementaux et sociaux qui ont été bien développés avant et qui sont majeurs, il y a aussi un enjeu budgétaire et économique à mettre en place du tri et un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les entreprises. En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, ça a déjà été évoqué avant, mais il y a moyen de faire des économies à 3 niveaux. Au niveau des achats de matières premières. Ensuite, si on ajuste mieux les quantités de matières premières et qu'on est une entreprise qui fait de la préparation de denrées alimentaires, on va pouvoir faire des économies au niveau de la main-d'œuvre et du travail de préparation. Et puis, évidemment, des économies au niveau du traitement des déchets, vu qu'on aura produit moins de déchets grâce au plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, au niveau du tri, bien réaliser le tri, ça va aussi permettre d'économiser jusqu'à 35% des frais de vidange au niveau de la vidange des conteneurs résiduels. Donc ça, c'est un argument supplémentaire pour les derniers réticents, je dirais. Au niveau des enjeux techniques à avoir en tête quand on veut mettre en place le tri des biodéchets, il va falloir faire attention à la qualité du tri selon les différents lieux de production de biodéchets et bien informer le personnel de l'entreprise sur ces thématiques, c'est très important. Et puis, au moment du choix des contenants de pré-collecte ou de collecte, avoir plusieurs choses en tête, parce qu'on va avoir souvent affaire à des contenants qui sont plus petits que les poubelles habituelles. Donc ça va être des choses comme la solidité des sacs, le poids des contenants, qui doivent être encore faciles à transporter par les employés. Et puis, évidemment, quand on parle de biodéchets, il faut toujours avoir en tête les normes d'hygiène et donc une attention particulière au nettoyage et à la désinfection des contenants et des sols. Un point essentiel pour bien réaliser le tri des biodéchets, ça va être de savoir estimer la quantité des biodéchets qui sont produits par l'entreprise. Alors pour ça, il y a différentes méthodes. Nous, ce qu'on recommande, c'est de mener une campagne de quantification des biodéchets en effectuant des pesées. Ça peut être sur une durée de 2 semaines, idéalement, à des moments différents de l'année, qui sont représentatifs de la production de biodéchets de l'entreprise. Et donc ça va permettre de savoir évaluer la quantité hebdomadaire et ensuite annuelle de biodéchets qu'on va produire et bien adapter aussi bien le type de contenant de tri que les modalités de collecte qu'on va mettre en place ou que les solutions de valorisation qu'on va choisir. Il faut savoir qu'il existe des outils d'aide pour l'encodage des données de tri et de pesée. Donc il y a LinkPath, il y a Food Intel Tech et il y a WinNow Solutions notamment. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de réaliser des pesées au sein de votre entreprise, il y a toujours la possibilité de faire une estimation plus approximative. Et là, je vous invite à nous contacter. Nous, facilitateurs, on a des fourchettes qui correspondent aux différents types d'activités qui nous permettent d'estimer en gros les tonnages de biodéchets produits selon votre activité et la taille de votre entreprise. Donc, une fois que vous avez pu estimer votre production annuelle de biodéchets, vous pouvez bien travailler sur la collecte des biodéchets. Et donc, il va falloir avoir en tête plusieurs choses. Déjà, essayer d'adapter la fréquence de pré-collecte et de déchets la fréquence de pré-collecte et de collecte des biodéchets que vous allez produire pour que ça corresponde bien à vos besoins. Et puis aussi les volumes nécessaires au niveau des contenants de pré-tri et des contenants externes, donc ceux qui vont être collectés par le collecteur. Et donc, tout ça doit vous permettre de vous aider à choisir la solution qui est la plus adaptée à votre production de biodéchets, à bien négocier vos contrats de collecte, parce que souvent ce qu'on constate, c'est que les poubelles qui sont choisies sont beaucoup plus grandes, surdimensionnées par rapport à la réelle production de biodéchets, et donc derrière, au niveau de la collecte, vous avez un surcoût inutile parce que c'est collecté selon le volume de la poubelle. Donc bien négocier votre contrat de collecte et puis voir si c'est la solution du compostage en entreprise peut être une solution adaptée à votre entreprise. Ça, je reviendrai dessus par la suite. Donc si vous choisissez la collecte, il faut avoir quelques points en tête. Donc d'abord, faire attention à la fréquence de collecte souhaitée.
Ensuite, à l'étendue des déchets collectés, il faut savoir que certains collecteurs refusent certains biodéchets spécifiques. Ça peut être les moules, les arêtes, etc. À l'inverse, il y en a d'autres qui acceptent tous les biodéchets et qui parfois proposent des services de désemballage des denrées alimentaires. Donc, selon ce que vous recherchez, bien, il faut bien adapter votre solution de collecte. Ensuite, le nombre de contenants et leur volume doivent aussi être adaptés à vos besoins. Ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer de choisir les contenants les plus proches de la réalité de ce que vous produisez comme biodéchets afin de ne pas payer trop. Et puis le tarif peut varier fortement aussi dans la collecte selon le volume de contenants choisi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les collecteurs fournissent des prix par volume. Donc si vous avez estimé vos biodéchets, ce sera plus probablement une estimation en termes de poids, hein, donc vous aurez des données en kilos. Et donc nous, avec le facilitateur, on est aussi en mesure de vous donner des coefficients de conversion pour après avoir une idée du volume que vous produisez et pour pouvoir bien négocier vos contrats de collecte. Donc maintenant, on va parler des solutions possibles pour réduire et traiter les biodéchets. La première, la plus évidente et qui a été très très bien développée par les autres intervenants, c'est évidemment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Au-delà de tous les enjeux environnementaux et sociaux qui ont été abordés, là je mets quelques chiffres pour convaincre les dernières personnes qui seraient réticentes. Nous, ce qu'on a observé avec le facilitateur, c'est que le gaspillage alimentaire peut coûter, par exemple, pour de la restauration traditionnelle avec une cuisine d'assemblage, ça peut coûter 12 000 € par an à l'entreprise. Pour de la restauration collective, et plus particulièrement là, c'était le cas de l'hôpital Erasme, c'est un coût de 100 000 € par an, donc c'est colossal. Et toutes les études montrent que quand on investit dans un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, on a des retours sur investissement positifs. Et donc là, vous voyez que au bout de 3 ans, pour chaque euro investi, un hôpital va être en mesure de récupérer 19 €, ce qui est quand même colossal. Et une maison de retraite, ça va être de l'ordre de 1,50 €. Donc, dans tous les cas, on est gagnant. Et donc, une fois que le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire a été mis en place, donc vous avez plusieurs options. La plus répandue, ça va être de faire collecter vos biodéchets par un collecteur agréé. Donc là, je rappelle, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais voilà, c'est important. Il est obligatoire de réaliser un contrat avec le prestataire que vous allez choisir. Et celui-ci doit être en mesure, dès la signature du contrat, de fournir son agrément comme collecteur de DCT, c'est-à-dire de déchets de cuisine et de table. Et à chaque enlèvement de déchets, il doit vous fournir un bordereau de traçabilité que vous devez conserver dans un registre en cas de contrôle. Ensuite, donc, préalablement, toujours à la signature de vos contrats, pensez à construire votre plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et à estimer vos objectifs de réduction. Pareil, toujours pour négocier au mieux vos contrats. Et donc ensuite, pour avoir une idée des tarifs de la collecte par des collecteurs agréés, donc soit on parle en termes de volume, donc ça va être de 2 centimes à 15 centimes d'euros par litre collecté, soit de 5 centimes à 50 centimes d'euros là par kilo collecté. Et donc, ces variations de prix qui sont assez importantes, ça va varier à la fois du collecteur que vous allez choisir, de la fréquence, des services qui vont être associés à la collecte, etc. Là, vous avez une shortlist des collecteurs qui peuvent proposer des solutions de reprise des biodéchets. Donc, il y a notamment Bruxelles Propreté, MCA Recycling, Renewi, Suez et Van Heide. Et puis, il y a aussi des solutions qui ont déjà été mentionnées plus tôt. Il y a Recyclo, qui lui fait de la collecte de petit à moyen volume et qui a pour particularité de faire cette collecte à vélo, mais qui s'adresse, si je ne dis pas de bêtises, à la restauration pour l'instant. Voilà. La liste des collecteurs agréés donc, est disponible sur le site Recycle Bruxelles Pro. Et vous avez aussi la liste complète sur le site de Bruxelles Environnement. Et j'attire votre attention sur un point qui est que
Actuellement, il existe des offres de gestion des biodéchets qui proposent des techniques un peu différentes que le compostage de biodéchets, comme des sécheurs ou alors du compostage électromécanique, qui peuvent avoir leur intérêt, mais qui ne sont pas valides sur le plan réglementaire dans la région pour l'instant. Donc, éviter de négocier des contrats de collecte avec des entreprises qui ne sont pas dans les limites réglementaires. Là, vous avez la liste des solutions qui sont légales justement dans la région, sous réserve de l'acceptation du nouveau règlement. Donc, ça va être le compostage, que ce soit un compostage de petite taille, donc en dessous de 1000 tonnes, un compostage de grande taille au-dessus de 1000 tonnes, et après, la nouveauté de la nouvelle réglementation, qui sera le compostage en entreprise, c'est-à-dire en fait un compostage effectué sur le site de l'entreprise par le professionnel lui-même ou par un prestataire, et selon certaines limites réglementaires que je vais détailler tout de suite. Voilà, le compostage en entreprise, en fait, donc c'est un compostage qui est réalisé sur le site de l'entreprise à condition que les volumes et les aires de stockage de dépôt de matière organique, donc de biodéchets, n'excèdent pas les 25 mètres cubes à tout moment. 25 mètres cubes, pour vous faire une idée, c'est à peu près 18 tonnes de biodéchets annuels. Donc, c'est quand même des quantités assez importantes et ça peut s'adresser à pas mal d'entreprises. Autre point très important qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc composter les déchets de cuisine et de table, mais vous n'avez pas le droit, pour des questions de responsabilité, de collecter les déchets d'un tiers. Vous devez composter uniquement les biodéchets qui sont produits par votre entreprise. Et le compost qui va être produit devra également être utilisé exclusivement par les participants du compostage, c'est-à-dire sur le site de votre entreprise. Donc ça, on a bien conscience que ça limite les possibilités pour les entreprises, que du coup on s'adresse à un nombre d'entreprises plus réduit, mais en termes légaux, pour l'instant, c'est ce qui est prévu par la réglementation bruxelloise. Et au niveau du compostage en entreprise, il y a aussi une obligation de former un gestionnaire pour la gestion du site de compostage. Là aussi, il y a pas mal d'idées reçues sur ça. Je vous dis tout de suite, le temps de gestion d'un site de compostage en entreprise est assez faible. C'est de l'ordre d'une quinzaine de minutes par jour pour le gestionnaire de site. Et donc, il n'est pas nécessaire d'engager une personne spécifiquement pour mettre en place et gérer un compost en entreprise normalement. Donc, voilà à quoi ça ressemble un peu une plateforme de compostage en entreprise, je dirais, classique. Donc, vous avez plusieurs bacs d'apport, etc. Et au niveau des tarifs, le tarif moyen pour l'achat de bacs de compostage en entreprise dans la région, ça varie bien sûr selon le volume dont vous aurez besoin. Mais ça peut aller d'autour de 500 € HTVA à 2500 € à peu près pour les volumes maximum. J'arrive au bout de ma présentation, donc quelques informations complémentaires. Donc, je vous le disais, on donne avec le facilitateur, on donne des séances d'information et de formation, des séances générales de présentation du tri et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et puis des séances plus poussées avec un format de 2 heures, spécifiquement sur l'une ou l'autre de ces thématiques. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse du facilitateur, donc qui est biodéchetspro@environnement.bruxelles. Et si vous avez des questions concernant le tri ou la valorisation des autres types de déchets, là, il faudra vous adresser au facilitateur multiflux, donc à l'adresse recyclepro@environnement.bruxelles. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adélaïde, pour ta présentation. Je vais reprendre la main. Alors, on arrive au bout de ce séminaire. Merci tout d'abord aux 4 intervenants. Donc, je viens de prendre conscience que leurs prénoms commençaient tous par A. Donc, merci à Amaury, à Adrien, à Adeline et à Adélaïde.
pour votre intervention. Merci d'avoir été complet. Je suis content que vous ayez été complémentaires dans vos interventions et que vous ayez bien respecté votre timing, qui nous permet d'avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc, nous avons passé en revue les enjeux sociaux, environnementaux et même économiques du gaspillage alimentaire. Je pense qu'on vous a convaincus tous ensemble qu'il y avait des choses à faire relativement facilement et avec des impacts très importants à tous ces niveaux, donc social, environnemental et économique. On a vu différentes pistes d'action sur comment minimiser vos surplus, comment les vendre si c'est applicable à votre activité, que ce soit en B2C ou en B2B. On a vu aussi à qui vous adresser si vous souhaitiez les donner et comment vous y prendre, comment les transformer ou comment les faire transformer par un tiers, comment gérer vos biodéchets si vous n'avez pas réussi à valoriser vos surplus autrement. S'il vous reste des questions tout de suite, eh bien, vous pourrez les poser par la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, eh bien, posez-les-nous par mail. Vous avez ici notre adresse mail de Brufotech. Nous allons passer maintenant à la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps. Donc, je vous invite à allumer votre caméra et votre micro pour les poser. Et donc, vous pouvez l'adresser à n'importe lequel des intervenants qui a parlé. Moi, j'avais une question pour Adélaïde, si c'est encore possible, si elle est encore là. Oui, je suis là. Hello. Et en fait, tu as devancé, parce que j'avais même écrit ma question dans le chat, mais tu y as répondu juste après, en disant que c'était pas optimal, mais effectivement, au niveau des composts d'entreprise et d'ASBL, j'ai fait une formation il y a quelques semaines avec Worms ASBL qui était soutenue par Bruxelles Environnement d'ailleurs. Et effectivement, on n'était que des représentants d'ASBL et en fait, ils ont fait une super présentation de 25 slides sur pourquoi le compost était bien pour dire à la fin qu'on ne pouvait pas du tout le mettre à disposition des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose qui sera amené à changer? Je sais qu'il y a une contre-proposition, je crois, à cette loi ou cette règle, etc., déjà qui a été formulée. Parce qu'en fait, ça limite clairement les possibilités de compostage puisque l'espace n'est pas toujours disponible et quand l'espace est disponible, parfois c'est sur un espace partagé avec des citoyens et donc clairement que ça limite en fait. C'est sûr que l'état actuel des choses, c'est limitant. Pour l'instant, pour la mouture de la réglementation qui est en discussion là cet été, l'idée c'est vraiment de rester sur un compost qui doit être utilisé sur le site de l'entreprise et qui ne peut pas être donné. Ça, c'est pour des questions de responsabilité en fait, comme les déchets alimentaires sont considérés comme contenant des sous-produits animaux, en termes de responsabilité, si le compost n'est pas parfaitement hygiénisé, ce qui ne peut pas être garanti avec le compostage en entreprise, parce que c'est justement, il n'y a pas besoin de permis d'environnement pour mettre en place ce type de compostage. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais du coup, c'est pour ça que pour l'instant, dans cette mouture, on n'autorise pas le don, on va dire. Après, la réglementation sur les biodéchets, elle est révisée régulièrement et donc on essaye de voir comment on peut éventuellement passer cette barrière réglementaire qui est imposée à des niveaux même européens pour l'instant. Mais voilà. Oui, parce que ce que j'ai toujours du mal à comprendre, et je dis ça parce que je pense vraiment que ça peut être utile pour d'autres personnes, c'est que le risque est le même finalement quand ce sont des composts de quartier gérés par les citoyens eux-mêmes. Je ne dirais pas plus de risques d'hygiène, je dirais peut-être même moins, quand c'est des entreprises alimentaires par rapport aux citoyens. C'est juste que du coup, on a une personne à laquelle on peut se référer, mais je veux dire, il n'y a pas plus de risques chimiquement ou en contamination croisée. Donc voilà, mais ravi si besoin un jour de réfléchir à la problématique. Voilà. Parce que dans l'îlot Saint-Géry, on avait une opportunité et les citoyens ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas le volume minimum et les finances et la personne pour s'en occuper. Et nous, on proposait tout ça, mais on ne peut pas le partager avec les citoyens. Donc voilà. Merci pour la réponse. De rien. Parce que moi, j'ai une question aussi pour Adélaïde. Adélaïde, tu parlais de plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui. Qui pourrait former une entreprise, accompagner une entreprise pour faire un plan de lutte? Alors, au niveau du facilitateur, déjà, nous, on fait des formations, mais ça va être des formations de 2 heures. Donc, ça donne déjà des premières pistes. Et après, on peut aussi tout à fait réorienter les entreprises qui souhaitent aller encore plus loin sur les questions de gaspillage alimentaire, justement vers les intervenants qu'on a aujourd'hui ou des gens qui sont spécialisés sur certaines thématiques spécifiques au gaspillage alimentaire.
Et nous, on va donner vraiment les premiers outils sur comment on peut mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci. Et même question pour former un gestionnaire de site en compostage. Mhm. Comment est-ce qu'on peut, enfin, chez qui on peut se former pour être gestionnaire de site? Alors, il y aura des formations proposées par Bruxelles Environnement, a priori. C'est encore en discussion sur qui va les animer. Mais pareil, il faudra s'adresser à nous, aux facilitateurs biodéchets. Et ce sera soit des formations qui seront données directement par Bruxelles Environnement, soit on vous renverra vers des formations qui sont agréées par Bruxelles Environnement et qui sont données par des prestataires privés. Voilà. Parfait. Voilà, donc on a vu un petit peu les différents partenaires, on a vu les différentes intervenants tout au long de cette chaîne. Alors moi, je suis Leïla de ShareFood et nous, on arrive en fait en tout bout de chaîne. Donc les fameux bénéficiaires dont vous avez à plusieurs reprises parlé et donc les associations, ben moi j'en suis une. Et peut-être un petit revers, enfin pas un revers, mais voilà, un pan peut-être qui n'a pas été abordé et qui peut-être finira de convaincre les entreprises Horeca. On ne se rend pas compte des heureux que nous faisons. Voilà, puisque nous, notre objectif, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi la précarité sociale. Et donc, les invendus que nous recevons, nous les distribuons gratuitement donc à des personnes qui sont dans le besoin. Et voilà, donc il y a juste des sourires extraordinaires. Et voilà, peut-être que ça aidera à la prise de décision pour les donations alimentaires. Merci, c'est vrai que c'est bon à savoir, hein. Donc il y a vraiment une grosse demande pour l'aide alimentaire, très précieux pour eux, donc vraiment ça vaut la peine de prendre ce temps-là. Oui, et ne pas hésiter. Enfin, moi, je trouve toujours, si c'est possible, aller faire du volontariat. Et enfin, la Croix-Rouge, d'autres secteurs cherchent toujours des gens pour distribuer ces repas et ces colis alimentaires. Et ça permet de voir directement l'impact qu'on a. Vous allez chez Camiano au Riche-Clair, ils servent 2 fois par semaine un vrai repas à table pour des gens qui n'ont plus ça. Et ils cherchent toujours des gens en fait pour discuter avec les personnes et voir quel est l'impact que ça fait. Donc finalement, je réagis tout à fait avec ce que Leïla dit, c'est vrai, et ça permet je dirais, le mesurer de façon tangible. Maintenant, on peut parce qu'on n'est plus dans le Covid, donc ne pas hésiter. Nous allons clôturer ce webinaire maintenant. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez. Donc, je vous rappelle que vous êtes les bienvenus si vous avez des questions, que ce soit pour nous chez Brufotech ou pour d'autres intervenants. Prenez contact avec nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans. On a vraiment envie de vous aider à limiter le gaspillage alimentaire. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt pour le prochain séminaire.